autrement. J'espère, hein. Donc autrement, tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Alors je regarde un peu, voilà, c'est mis. Et alors, voilà, nous sommes 37, donc je crois qu'on peut commencer. Simplement vous prévenir que Sophie Simon ne s'est pas restée après nous tout le long du webinaire, donc on posera les questions directement sur son mémoire, sur TFE, après sa présentation, et puis on enchaînera avec les deux autres présentations. Et donc Sophie Simon est diplômée, donc on présente que des mémoires qui ont réussi, bien entendu, hein. Donc elle est diplômée du MCC, donc du Master de gestion des risques bien-être au travail dans l'orientation aspects psychosociaux. Et elle va nous parler du modèle hybride, donc le retour au travail après la crise de la Covid-19. Sophie, c'est à toi la parole, et je te laisse partager ton écran et j'arrête de partager le mien. D'accord, merci beaucoup. Je pense que ça charge. Voilà, normalement, vous devriez voir quelque chose. Oui? Ok, super. Oui. Donc voilà, donc effectivement, je viens présenter ici mon travail de fin d'études. C'est Emmanuel qui m'a demandé de vous faire une petite présentation parce qu'il pensait, malgré le fait que je me sois axée plutôt aux risques psychosociaux, il trouvait que ça avait néanmoins une certaine importance, peut-être aussi pour vous. Et donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Peut-être pour votre information, une petite table des matières. Donc forcément, je vais commencer par une petite introduction. Après, je passerai rapidement en revue la littérature que j'ai consultée pour répondre à ma question de recherche. Et ensuite, je développerai la méthodologie ainsi que les résultats que j'ai obtenus avant de passer aux limites et suggestions pour terminer par les pistes d'intervention et de prévention. Donc voilà, comme vous le savez tous, la crise du Covid a provoqué de nombreux bouleversements, notamment au sein du monde du travail. Une grande partie de la population s'est vue dans l'obligation soudaine de télétravailler et cette obligation a impliqué des changements rapides en matière d'organisation, de gestion, mais aussi au niveau des conditions de travail. Et de ce fait, elle a potentiellement eu un impact sur la survenue des risques psychosociaux. Bien que de nombreuses personnes étaient déjà amenées à télétravailler avant cette obligation, comme on le sait, pour beaucoup d'entre elles, c'était un choix et c'était de manière assez flexible. Ici, ça a été contraint et c'est de ça dont on va parler ce travail. Et donc, l'objectif de cette étude vise vraiment l'exploration du vécu des télétravailleurs pendant la crise afin de comprendre l'organisation du travail après cette crise. À la base, quand j'ai commencé ce travail, j'espérais qu'on sortirait beaucoup plus rapidement de la crise, mais bon, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors, la revue de la littérature, donc comme vous le savez, en période de Covid, afin de limiter la propagation du virus, il y a des mesures d'urgence qui ont été mises en place depuis le mois de mars maintenant 2020. Et donc, dans un premier temps, toutes les entreprises non essentielles dans lesquelles les distances de sécurité ne pouvaient pas être respectées ont été contraintes d'imposer du télétravail à temps plein à leurs employés. Et d'autre part, il y avait aussi le confinement général qui avait été imposé par une grande partie de la population. Et donc, de ce fait, de nombreux commerces, crèches, écoles, etc. étaient fermés. Et donc, tout le monde s'est retrouvé obligé de rester à domicile. Et donc, comme on peut s'en douter, ces différents éléments ont remis en question les idées et les constats existants au sujet du télétravail. Parce que même si de nombreuses personnes et de nombreuses entreprises offraient déjà la possibilité de télétravailler à leurs employés, voilà, la pandémie a obligé le télétravail du jour au lendemain et a fait du télétravail du jour au lendemain une norme. Et donc, comme on peut le voir ici, dans la définition de Carrillo et ses collaborateurs, eux définissent le télétravail contraint, ou en tout cas le télétravail en temps de crise, comme étant le niveau d'adaptation des employés aux exigences environnementales d'un nouveau contexte de télétravail déclenché par une crise épidémique mondiale. Et donc, dès lors, il me semblait important de distinguer en fait le télétravail avant la crise ou le télétravail en temps normal du télétravail contraint, justement effectué en période de confinement et probablement même du télétravail tel qu'il sera mis en place après la crise que nous traversons actuellement. Alors que pour le premier, donc le télétravail en temps normal, comme je le disais, c'était un avantage, il est en général préparé. Ici, le télétravail en temps de crise a été une obligation pour tout le monde, il a été non préparé, pas tant pour les travailleurs que pour les entreprises, soudain, imposé.
Le télétravail en temps normal peut aussi s'exercer ailleurs qu'au lieu de travail, mais donc aussi par exemple dans des espaces de coworking et autres. Dans le cas du télétravail en temps de crise, ça n'a pas été possible. Et comme je le disais, on est passé de quelques jours et que ce soit une possibilité à un télétravail temps plein. Avec généralement aussi pas mal de monde à la maison. Et donc, en plus de tout ça, forcément, le contexte de la crise associé au confinement imposé peuvent susciter un sentiment d'insécurité en termes de santé, de sécurité pour les télétravailleurs, mais aussi pour leurs proches. Et donc, comme je le disais, le fait que tout le monde soit à la maison a forcément aussi impacté les télétravailleurs. Alors, bien qu'à l'époque, il n'y avait pas encore énormément de littérature au sujet du télétravail, justement, en période de Covid-19, certains chercheurs avaient déjà commencé à étudier le sujet. Et donc, c'est le cas de Cario et ses collaborateurs qui estiment que la crise actuelle a impacté certaines caractéristiques du télétravail, telles que le stress individuel, l'environnement de travail, l'isolement professionnel, l'augmentation de la charge de travail, ainsi que le soutien organisationnel. Une autre étude de Valtrid Bork et ses collaborateurs, eux ont mis en évidence en fait une série de défis rencontrés par les personnes contraintes à télétravailler suite à la pandémie. Donc, ils évoquent ainsi dans leur article 8 conséquences négatives potentielles du télétravail contraint à temps plein. Et donc, on le voit par exemple, ils parlent de l'augmentation des conflits entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais aussi le fait que les travailleurs sont constamment disponibles, donc il y a moins de possibilités de prendre de la distance par rapport au travail, moins de possibilités de récupérer aussi. Le fait que tout le monde, les télétravailleurs en tout cas, ont travaillé généralement plus d'heures, ont eu davantage de réunions virtuelles, ce qui a également forcément impacté la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, le sentiment d'isolement, de solitude, malgré les réunions virtuelles qui s'intensifiaient, parce que cela semblait malgré tout en fait manquer de richesse et d'interaction réelle, d'interaction sociale. Et donc ça aussi, ça a été une des conséquences. Certains besoins ont été aussi beaucoup moins comblés, tels que justement les besoins d'autonomie, d'appartenance sociale, de compétences. Et donc, tout ça aussi, ça a impacté quelque part les besoins fondamentaux de motivation intrinsèque. Et puis comme je l'ai encore mis, le manque de communication, les difficultés qui sont liées à la communication virtuelle, etc. Et enfin, une étude un peu plus récente de Wang et ses collaborateurs, eux, ils identifient les principaux challenges induits par le télétravail. Et donc, eux aussi, ils évoquent les interférences entre la vie professionnelle et la vie privée, mais aussi le fait que la communication soit parfois inefficace, la procrastination, la solitude. Et ils ont identifié des difficultés qui sont davantage liées aux caractéristiques du travail et au fait justement que tout soit virtuel. Et donc, avec toutes ces informations, et pour répondre à ma question de recherche qui était du coup quel futur pour l'organisation du travail en route vers un modèle hybride, j'ai décidé de réaliser une étude qualitative exploratoire. Parce que bien qu'il y avait énormément de littérature concernant le télétravail, comme je le disais, la sphère de la littérature disponible concernant le télétravail contraint en période Covid, ainsi que l'organisation du travail post-Covid restait peu approfondie. Et donc, j'ai décidé dans un premier temps d'explorer l'impact du télétravail contraint sur le vécu des collaborateurs, en tentant de comprendre les motivations et les barrières au télétravail contraint, pour ensuite explorer les possibilités quant à l'organisation future du travail. Donc, pour ce faire, on a composé un canevas d'entretien, on a réalisé en tout 9 entretiens semi-structurés. Et donc malheureusement, là aussi, il y a eu un petit impact du Covid, dans le sens où j'aurais souhaité rencontrer plus de personnes. Et en plus de ça, les entretiens ont eu lieu principalement via le logiciel Teams, comme aujourd'hui, et que donc c'est pas toujours déjà évident d'utilisation pour tout le monde, mais aussi on perd un certain nombre d'informations non verbales. Donc par la suite, j'ai forcément retranscrit mes entretiens mot à mot et j'ai réalisé une analyse du contenu catégoriel, thématique, voilà, pour en faire une petite analyse. Et donc, j'en arrive à la petite partie résultats. Et donc là, j'ai structuré mon analyse horizontale autour de 3 gros blocs. Et donc, j'aborderai en fait la pratique du télétravail avant la crise, en période de crise, et la potentielle organisation future du travail.
Et donc là, si on regarde avant la crise, sur les 9 personnes du coup que j'ai rencontrées, 5 personnes avaient déjà la possibilité de télétravailler à raison de 1 ou plusieurs jours par semaine. Dans la pratique, 5 personnes télétravaillaient effectivement. 2 en faisaient un peu moins que ce qui était autorisé et une personne télétravaillait davantage que la règle. Et ce qui est intéressant, en tout cas ce qui me semble intéressant, c'est que pour l'instant, à ce moment-là en tout cas, 5 personnes étaient en accord avec la politique en matière de télétravail qui avait été mise en place au sein de leur entreprise et leur possibilité ou non de télétravailler. Donc même les gens qui n'avaient pas le droit de faire du télétravail semblaient comprendre la politique et accepter tout à fait cette règle. Alors là, on en vient au télétravail pendant la crise. Donc là, forcément, la règle et la pratique étaient de télétravailler 100% du temps. Et là, au niveau du vécu, j'ai pu constater une certaine évolution. Donc, comme je le disais, tout le monde n'avait pas forcément l'habitude de télétravailler, mais tout le monde a été contraint du jour au lendemain de télétravailler à temps plein. Et donc, dans un premier temps, certains le vivaient bien, étaient même heureux de pouvoir télétravailler, alors qu'ils n'en avaient pas l'habitude. J'ai constaté que dans un second temps, en fait, la majorité le vivait vachement difficilement et qu'il y avait en fait plus qu'une seule personne qui était encore très heureuse de pouvoir télétravailler. Et ça, malgré vraiment les initiatives organisationnelles qui étaient mises en place à l'époque au sein des différentes organisations. Et donc, cette étude m'a également permis de mettre en évidence un certain nombre de motivations et de barrières en matière de télétravail contraint. Et donc, en ce qui concerne les motivations, la majorité des participants ont évoqué un accroissement de la concentration. La flexibilité horaire et spatiale sont également des motivations à télétravailler qui ont été évoquées par les participants. Certains estiment même que le télétravail est davantage flexible en période de télétravail contraint. Mais avant de nuancer quand même que la flexibilité est un peu à double tranchant. Et le fait de ne pas devoir s'habiller ou se maquiller et la réduction des déplacements sont également des éléments qui ressortent comme étant positifs. Ils sont également nombreux à avoir évoqué le gain, tant financier qu'au niveau du temps que représentait le fait de télétravailler. Voilà pour les motivations. Et alors, si on en vient aux barrières, là, c'est clairement en partie le manque de travail, le manque de matériel adapté et surtout l'absence ou la mauvaise qualité de l'espace de travail qui semble poser problème. Et cette situation, forcément, entraîne des plaintes physiques, mentales, mais aussi une perméabilité entre la vie privée et la vie professionnelle. Dans un second temps, on a pu aussi constater l'importance de la barrière relative à l'isolement social, au manque de discussions informelles. C'est aussi un aspect qui a été évoqué par tous les participants. Et quand on évoque d'ailleurs un retour au bureau potentiel, c'est également la première motivation évoquée par les participants. Voilà. Et puis une majorité des télétravailleurs contraints rapportent également des barrières relatives à l'exécution et au contenu de fonctions qui peuvent être source d'inquiétude ou de stress de par justement toutes les modifications qui ont eu lieu. Un autre volet est celui concernant les barrières relatives à la confusion entre l'espace vie privée et professionnelle. En effet, ils sont nombreux à avoir rapporté en fait le sentiment de devoir être connectés et joignables en permanence. Donc c'est un peu ça le double tranchant dont je parlais là tout de suite. Et puis l'espace de travail qui a aussi été un souci vu que tout le monde tout le monde était simplement à la maison. Et enfin, les soucis relatifs aux nouvelles technologies, les soucis informatiques ont également été une barrière pour pas mal de répondants, que ce soit au niveau des soucis, des problèmes de connexion à cause d'un réseau instable ou trop faible, mais aussi des soucis liés à vraiment l'utilisation de l'ordinateur et des programmes informatiques. Et alors, on en vient au télétravail après la crise. Donc là, si on regarde ce qui ressort au niveau de l'organisation future du travail, tous les participants se sont accordés sur le fait que la pire formule serait l'une des deux extrêmes. Et donc, même les personnes qui ne pratiquaient pas le télétravail et qui étaient en accord avec ça n'envisagent aujourd'hui pas un retour en présentiel à 100%. Et donc, la formule idéale varierait entre 2 et 3 jours de télétravail par semaine. Tous, du coup, marquent une certaine préférence pour une organisation du travail hybride. Donc on irait vers une formule hybride, mais comment? Et c'est là où voilà, ça se discute encore. Certains opteraient plutôt pour une formule avec des jours fixes,
d'autres parlent de jours flexibles, mais pour tous, ce qui est vraiment important, et tous l'ont vraiment souligné, c'est de voir des gens quand on va au bureau. Et c'est pour cette raison que certains iraient même jusqu'à imposer un jour par mois ou par semaine durant lequel tout le monde se retrouve pour travailler au bureau. Les participants relèvent également le fait que la nécessité de faire du télétravail n'est pas similaire pour tous et dépendra probablement de la fonction exercée. Voilà, et alors l'intérêt d'aller au bureau, comme je le disais, serait de voir des gens, de travailler en équipe, de renforcer cette cohésion, d'avoir des discussions informelles, et le télétravail servirait plus pour des tâches qui nécessitent un peu plus de concentration. Alors le télétravail n'étant pas aussi facile pour tout le monde, il semble important que les organisations mettent en place un certain nombre d'initiatives, tant pour réduire les contraintes en faisant quelque chose, par exemple, au niveau du matériel des formations ou en prévoyant une compensation financière. Mais il va aussi être essentiel, selon moi, de tenir compte de la nécessité que ressentent les travailleurs de voir et d'échanger de visu. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait prévoir aussi des initiatives afin de ramener les gens au bureau, parce que certains se sont quand même installés dans une position où ils sont peut-être parfois confortables à la maison. Et donc, ça peut se faire à l'aide de team buildings, de réunions en présentiel, de modernisation des bureaux et autres. Et donc, suite aux entretiens que j'ai menés, on peut quand même supposer que le télétravail va perdurer, forcément, à une fréquence moindre que durant la crise, mais qu'on se dirigera du coup vers un modèle hybride pouvant combler en fait davantage les attentes des travailleurs. Donc, lors de l'élaboration de cette recherche et l'analyse des entretiens, j'ai forcément rencontré plusieurs limites et il me semble important malgré tout de les partager. Donc, premièrement, comme je le disais, l'étude est très peu représentative de la population, ni même du vécu en matière de télétravail contraint, ainsi que de l'impact de celui-ci sur la perception de l'organisation future du travail. Donc, je pense qu'il serait intéressant d'intégrer une plus grande hétérogénéité dans les caractéristiques du travail et les caractéristiques personnelles lors du recrutement, par exemple, des répondants. Comme j'ai déjà expliqué, forcément, le Covid a eu un impact aussi sur les études, sur mon étude, en réduisant déjà mon échantillon, mais aussi avec le fait que tous mes entretiens ont lieu via Teams. Donc ça, c'est aussi un petit point d'attention. Il est également à noter que certains éléments identifiés dans mes barrières ou dans les motivations du télétravail viennent peut-être confirmer ou corroborer d'autres notions. Donc voilà, ça c'est aussi un point à retenir. Et je pense qu'il aurait été intéressant de compléter l'échantillon en interrogeant par exemple des managers, des responsables d'organisation pour justement avoir aussi leur point de vue concernant justement ce thème de recherche. La méthode que j'ai utilisée est une méthode, comme je le disais, qualitative, plutôt exploratoire. Donc, elle se base sur un discours, un ressenti, une perception, et qui sont forcément impactées par les valeurs, les perceptions et les expériences précédentes, mais aussi la personnalité des travailleurs. Et d'autre part, l'analyse des résultats repose sur l'interprétation des dires des personnes que j'ai rencontrées et donc peut aussi comporter une certaine subjectivité. Et donc, pour ces raisons, je pense qu'il aurait été intéressant de combiner plusieurs méthodes ou de compléter justement cette analyse qualitative par une analyse plutôt quantitative. Donc, bien que ce travail avait pour objectif de comprendre l'organisation future du travail, elle s'est déroulée dans une période sanitaire très floue. Et donc, les collaborateurs, à ce moment-là, n'étaient plus forcément contraints de télétravailler. Certains pouvaient retourner, enfin voilà, les règles étaient un peu différentes. Et donc, la situation n'était pas encore tout à fait normalisée. Bon, après, aujourd'hui, elle ne l'est toujours pas tout à fait non plus. Donc voilà. Mais je pense que malgré tout, cette analyse aura permis de dégager des nouvelles variables qui pourraient être intéressantes d'examiner. Il semble du coup évident qu'on va vers une organisation hybride, mais il serait intéressant de comprendre comment on va l'organiser afin qu'elle convienne au plus grand nombre. Et puis, il serait aussi intéressant, je pense, d'explorer justement un peu plus en profondeur les motivations et les barrières d'un point de vue organisationnel. J'en arrive du coup à mon dernier petit point qui sont les pistes d'intervention et de prévention.
Et donc là, avant toute chose, et comme je le disais au début, il est important de rappeler que normalement, le télétravail et la mise en place du télétravail doivent être préparés, les entreprises doivent être accompagnées, et dans le cadre de la pandémie, ça n'a pas été possible. Dès lors, je pense que l'enjeu des prochains mois sera pour de nombreuses entreprises de mettre en place une politique cohérente et une politique tout court en matière de télétravail. Il me semble important que les organisations sensibilisent aussi leurs collaborateurs, mais aussi leurs managers aux risques psychosociaux, aux conséquences potentielles. Ceci pourrait se faire à travers des communications, de visu digital, l'intranet ou autre, mais aussi à l'aide de formations ou de coaching, par exemple, qui permettraient aux managers d'adapter leur management au travail à distance. Je pense qu'il pourrait aussi être important d'accompagner les entreprises à faire en sorte que justement les barrières perçues par les télétravailleurs soient moindres. Comme je le disais, on pourrait agir sur ces barrières en aidant par exemple les télétravailleurs à l'aide de formations, de conseils pour les aider à aménager un espace de travail approprié chez eux. Les entreprises pourraient également envisager la mise à disposition de matériel ou donner des primes pour l'achat de matériel adapté et surtout de qualité. Par rapport à l'isolement social et au niveau des équipes, je pense qu'il faut encourager des contacts réguliers, de préférence de visu. Et donc là, il faudrait augmenter les échanges en présentiel, les activités informelles telles que des team building. Le responsable, ou les responsables ont, selon moi aussi, un jeu à jouer et peuvent mettre en place des projets professionnels collectifs pour justement favoriser cette coopération entre les différents membres des équipes. Et quand les réunions à distance, parce que pour l'instant on y est toujours, ou sont nécessaires, il peut être intéressant, je pense, de former les managers sur justement la communication à distance et peut-être encourager l'utilisation des webcams dans des réunions digitales afin d'également avoir un peu accès justement à ce non-verbal. Mais là, petite parenthèse, je me rappelle que Emmanuel m'a repris à la fin de ma défense en me disant que justement il y avait des nouvelles études qui disaient que voilà, la webcam avait parfois un effet plutôt négatif et justement était fatigant pour les collaborateurs. Donc là encore, ça se discute. Mais bon, je pense quand même que ça peut favoriser un peu l'accès à la communication non verbale. Et au niveau du contenu de fonction, voilà, je pense aussi qu'il pourrait être intéressant de prendre le temps de discuter avec les personnes pour lesquelles le télétravail impacte le contenu de fonction afin de voir justement ce qui serait possible de mettre en place. Et puis concernant les barrières relatives à la confusion entre l'espace vie privée et vie professionnelle, il serait judicieux de mettre en place vraiment, mais comme on disait, des politiques en matière de télétravail, en matière de déconnexion, aider les collaborateurs à fixer un cadre clair, précis, connu de tous, et peut-être aussi conscientiser les managers sur le rôle justement qu'ils peuvent jouer dans le maintien de cette frontière. On dit tout le temps lead by example. Voilà, c'est vraiment au management aussi de montrer l'exemple. L'Internet, l'utilisation des nouvelles technologies, comme je le disais, c'était aussi une barrière. Et là aussi, pareil, on pourrait envisager des formations ou une prise en charge des frais Internet à domicile, par exemple. Voilà. Alors, de manière générale, je pense qu'il est important de rendre visibles les services internes et les services externes de prévention et de protection au travail et les différents acteurs du bien-être. Il faut envisager vraiment une approche multidisciplinaire. Bon, là, j'étais focalisée sur les risques psychosociaux, mais je pense vraiment qu'il y a un enjeu pour tout le monde, pour tous les conseillers en prévention, d'apporter justement une connaissance, une pratique et des conseils pour agir justement sur les risques déjà présents et pour pouvoir prévenir les nouveaux risques ou les nouveaux dommages. Voilà. Je pense que je suis restée dans mon temps, je pense que j'ai été très vite. Je suis désolée, mais merci pour votre attention. Merci pour la présentation, Sophie. Il y a comme un écho, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que soit il y a des questions, vous pouvez le mettre dans le chat. Je n'ai pas été voir le chat, mais je ne crois pas qu'il y en a pour le moment. Soit vous pouvez allumer votre écran, votre micro et votre caméra et poser la question directement. Oui, Gad, je vois que tu as levé la main. Je vais essayer de gérer ça. Gad, micro, oui. Voilà.
D'abord, j'aimerais remercier pour ton très claire présentation, mais en vous écoutant, je m'excuse, j'ai noté une question. Dans ma pratique et ma pratique personnelle, on est maintenant avec notre groupe de recherche en pleine discussion parce que, selon l'idée que vous avez suggérée, on aimerait bien se voir au moins un jour semaine tous ensemble. Mais comme avec beaucoup d'autres organisations, notre organisation a aussi pendant Covid choisi pour réorganiser les bureaux en utilisant l'idée Shared Office. Et ça veut dire qu'on a estimé que 80% des personnes sont en télétravail. Alors, il ne faut que prévoir des postes pour se rencontrer pour au moitié des personnes. Mais ça veut dire que si, dans notre cas, on est maintenant 16, si on serait là, il n'y a jamais assez de chaises et le bureau landschap, le bureau paysager. Voilà, c'est trop petit pour accueillir tout le monde. Et si on le fait quand même du côté CO2, la ventilation, ça ne passera pas. Alors, je me demande si dans vos interviews, vos contacts, vous avez eu des mêmes soucis, oui ou non, et même si c'est un non, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça, pour moi, ça ouvrait une discussion qui va être accordée, la rencontre avec qui, à quelle journée. C'est pas facile, hein? Oui, mais à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas encore de choses comme ça mises en place dans les entreprises des personnes que j'ai rencontrées. Après, je sais aussi, en tout cas, bon, déjà maintenant, il y a les espaces de coworking, donc tout dépend de l'entreprise, mais je sais que certaines entreprises, en tout cas, se dirigent vers, OK, des espaces plus restreints de travail dans leurs locaux, mais en envisageant la possibilité de temps en temps, une fois par mois ou autre, aller dans des espaces de coworking ou des bureaux partagés où ils peuvent louer des salles ou autres pour que tout le monde se retrouve. Et puis sinon, moi personnellement, en tout cas, je pense que c'est là tout l'intérêt, justement, d'avoir des professionnels comme vous, comme nous, pour conseiller justement les organisations, parce que tout le monde est parti du principe, oh ben voilà, on va faire moins de place, on va faire ceci, on va faire cela, mais sans forcément réfléchir aux conséquences et à l'impact possible. Et donc, je pense que c'est là où il y a vraiment tout un travail de conseil auprès des entreprises, conseil et conscientisation et voilà, ouais, auprès des entreprises et des leaders et de ceux qui définissent tout ça. Merci beaucoup. Dans la question posée, Séverine qui parle, oui. Je me posais la question si c'est justement pas un rôle au niveau de l'organisation, des team leaders et autres, de regarder que ton groupe souhaite se réunir à 16 ce jour-là, et donc c'est veiller que dans les différentes équipes, il n'y ait pas de croisement, et donc de voir dans quelle mesure est-ce que le réfectoire, il y a certaines entreprises, mais souvent plus grosses aussi, qui se disent que le réfectoire, on peut aussi se plugger dedans, et donc de permettre à ce moment-là de pouvoir se rencontrer dans des espaces moins conventionnels, et que c'est clairement un rôle de la hiérarchie de coordonner la présence finalement des différents groupes suivant les endroits, et donc de dire, ben voilà, si le team A est là ce jour-là, le team B peut pas l'être, mais en même temps, ça peut être intéressant que ces équipes-là se rencontrent aussi, donc c'est aussi des questions à se poser, je pense. Ah oui, mais en cas échéant, on a déménagé dans un nouveau bâtiment, et dans ce nouveau bâtiment, les espaces ne sont pas organisés par les team leaders ou les responsables, c'est le constructeur du bâtiment qui a organisé, et puis l'université a décidé, dans tel espace, on peut mettre telle équipe, et là, et là, et là. Je sais que c'est le monde à l'envers, mais c'est notre réalité.
Et ça doit vouloir dire, exact comme vous dites, qu'il faut organiser, parce que le réfectoire, c'est un grand espace où les gens peuvent jouer du pool et du ping-pong. C'est pas directement un endroit où on peut discuter. C'est bête, mais il faut faire avec. Et est-ce que cette groupe sera là? Ah, cette journée, c'est impossible pour les autres. Il faut une organisation extra qui peut donner des frictions que sans ces bêtises de construction, mais c'est l'économie là, il y a cette expression en anglais, it's the economy, stupid. Et là, les constructeurs des bâtiments ont calculé, et puis, mais on ne peut pas se couper en deux pour faire moitié-moitié. Je vais donner la parole à Carole, parce que je lui avais donné la parole, j'avais oublié mon micro à moi, donc Carole. Oui, bonjour. D'abord, merci. C'est très intéressant le travail que tu as présenté, Sophie. Sorry, j'ai une canne de tout juste au moment où je dois parler. C'est toujours comme ça. En fait, moi, je serais très intéressante de pouvoir prendre connaissance de manière plus approfondie, et je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, au sein d'Actiris où je travaille et où je fais les cours pour mon employeur, on est en train de réfléchir justement au retour. Et je trouve que tes derniers slides, si on pouvait échanger, en fait, je voudrais bien qu'on se voit. Alors, ce sera en distanciel très probablement, mais parce qu'on est en train de prévoir le retour, on va dire en masse, des 1600 collaborateurs. Et je pense que partir de toutes tes suggestions, qu'on a peut-être aussi de notre côté, ce serait très riche en tout cas pour moi de pouvoir échanger avec toi. Donc, je n'ai pas de questions en particulier, si ce n'est une demande de collaboration. Et qui sait, vu le contenu du mémoire, je ferais bien la suite, moi. Mais côté ergonomique et côté… Voilà, donc je ne sais pas comment ça fonctionne puisque je suis nouvelle dans les cours, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et faire la suite, je ne sais pas si c'est envisageable ou pas, mais bon, ça n'a rien à voir avec la présentation. C'est plus un work in progress qui me paraît utile à faire, vu que les crises comme on la vit maintenant, il y en aura peut-être d'autres. Et donc, voilà. Mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Dans la présentation, il manquait un tout petit peu les contraintes physiques, les TMS. Avec les Mais c'est ça, moi j'aurais voulu voir le côté TMS justement, puisque je fais l'ergonomie, et donc rajouter cet aspect-là, parce que le conseil en prévention, c'est multifacette. Et donc, de partir de tes constats, rajouter une couche, entre guillemets, ou peut-être une plus-value de ma part. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas encore commencé, donc, mais voilà. Merci. Bien, je vois que ça suffit des questions. Donc, Alexandre, attends, dans l'ordre, Alexandre, oui. Alexandre, oui, bonjour. Je fais une petite parenthèse pour ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a le SPF, Emploi, Travail et Concertation Sociale, qui a fait un appel à projet pour tout ce qui concerne la prévention primaire des risques psychosociaux en période de Covid intersectorielle. Ce serait peut-être intéressant de faire d'une pierre deux coups. C'est peut-être en vue. Enfin, attention. Voilà. Sinon, c'est vrai que cette question est très intéressante, surtout dans la disponibilité des espaces telle qu'elle a été développée dans les premières questions, notamment le fait que la plupart des entreprises, à mon avis, vont profiter du télétravail et des temps réduits pour essayer de pousser vers des bureaux qui ne sont plus fixes, mais partagés. Et je pense qu'avoir des outils pour aiguiller ces différentes entreprises, ce ne serait pas mal aussi. Voilà, c'était une parenthèse. Oui, la parole à Céline Huguin. Je n'ai jamais prononcé ton nom de famille, pardon. C'est Céline Huguin, tu as raison. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Et je vais complètement dans le sens de la remarque de Carole par rapport à la question des troubles musculo-squelettiques, puisque j'ai pris mon poste seulement l'année dernière, et alors je suis absolument frappée des conséquences vraiment physiques, physiologiques du télétravail.
et notamment sur une augmentation extrêmement importante d'adaptation même à distance, en visio, pour certains de mes collègues qui peuvent être dans des pays étrangers, de leur poste de travail. Donc c'est vrai que cette dimension souffrance physique du télétravail, elle est réelle, et c'est vraiment une dimension qui pourrait être un petit peu mieux documentée, étudiée, pour lesquelles on pourrait avoir des réflexions, sachant que, en effet, l'une des difficultés de l'aspect télétravail actuel, c'est que nous-mêmes, en tant que préventeurs, nous sommes à distance de nos clients, en quelque sorte, si je peux me permettre le terme, ou de nos bénéficiaires, et que du coup, l'intervention devient plus complexe. La prise en charge même, en fait, des matériels en télétravail, c'est une vraie question d'un point de vue économique pour les personnes, puisque en fonction des entreprises et des institutions, on n'a pas forcément les mêmes règles, et donc de ce fait-là, on peut avoir vraiment un creusement des inégalités très très importantes dans l'accès à la santé physique au travail chez soi. Et il me semble que cette thématique-là, elle est réelle et qu'elle peut être complètement sous-estimée en termes d'effets long terme sur les télétravailleurs, quelle que soit finalement la durée, on va dire, globale de leur télétravail dans l'avenir. Donc ça, c'est un point. Et par rapport aussi à la question des espaces et l'opportunité de profiter du Covid pour réduire finalement des espaces et faire des espaces plus partagés. Alors, c'est vrai que ça peut, je pense, être une tentation d'un point de vue économique, mais les différents retours que j'ai pu voir sur ces espaces partagés, c'est que finalement, ça crée tellement d'enquiquinement lorsque c'est fait au pas de course que les entreprises doivent en revenir, et notamment par exemple les systèmes de réservation de salles qui marchent jamais pour se retrouver, la cafétéria qui râle parce que tout le monde a foutu en l'air son équipe, enfin tous ses mobiliers. Enfin, il y a énormément de choses aussi sur la question des espaces, et même gérer l'angoisse et l'anxiété des personnes qui partagent des espaces alors qu'on nous dit depuis des mois et des mois de pas respirer le même air, pas toucher les mêmes objets, etc. Donc c'est vrai qu'il y a encore un champ complet, sachant qu'il me semble que malheureusement le Covid va rester encore un petit peu parmi nous, j'espère le plus court possible, mais voilà, l'hypothèse est que ça reste encore en quelques mois et que ça va continuer à se poser ces questions d'hygiène. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup pour le travail et la présentation qui était très claire. Alors, on voit que le travail hybride, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, qu'on va encore aborder en 2022 et en 2023, à mon avis, par rapport à ça. Juste quelques petites remarques, et puis on va passer aux orateurs suivants. Mais moi, je me suis interrogé quand j'ai vu les DIA sur la qualité de la vie, finalement. Quand on voit la motivation des gens d'avoir une meilleure qualité de vie, puis quand tu vois toutes les contraintes que le télétravail entraîne, alors j'ai envie de voir un peu l'évolution du télétravail sur les 10 dernières années. C'est-à-dire qu'au départ, le télétravail était demandé par les travailleurs et pas par les employeurs. Et le télétravail était demandé pour réduire les déplacements. Tu vois, gagner du temps sur la journée de travail pour les déplacements. Ça, il y avait un lien fort avec le nombre de kilomètres entre le domicile et le lieu de travail par rapport à ça. Les employeurs n'étaient pas tellement pour ce télétravail. Et puis après, il y a eu les open space, où là, l'employeur s'est dit, il y a quand même 10-15% d'absentéisme chaque jour de la semaine, donc on va faire des bureaux, des open space pour 80-85% des travailleurs en présentiel, mais tous les jours de la semaine, les mêmes jours. Puis maintenant, avec le télétravail, on va aller vers 2-3 jours de télétravail, comme dans beaucoup d'entreprises. Hein. Je crois qu'il y a plus de 50% des travailleurs en Belgique qui vont télétravailler au moins 2 jours, si pas 3 jours. Ben, il y a des jours vides, quoi. Il y a des jours vides où il y a pratiquement 10 ou 15% de présence. Et puis il y a des jours pleins, comme le mardi ou le jeudi ou le lundi, où là, on est à 100% de présence. Et comment est-ce qu'on gère ça? Et donc, ça demande à l'organisation du travail de se remettre en cause et de vraiment étudier l'activité de travail. J'ai envie de revenir avec ça à l'activité de travail parce qu'il y a des gens qui ont besoin de travail collectif, donc les gens qui doivent travailler ensemble, ben, il faut qu'ils se regroupent, mais pas tous le même jour. Peut-être qu'il y a des différents services. Par exemple, chez nous, à SPEM, on va essayer de faire des staffs en présentiel, mais les services vont choisir des jours pour ne pas que tout le monde soit là le même jour, puisque on doit encore respecter les règles Covid et en même temps, on va aussi passer vers les open space. Donc voilà, je pense qu'il faut réfléchir de manière un peu plus globale. Ils ont réfléchi aux open space en oubliant le télétravail. Ils ont réfléchi au télétravail en oubliant les open space. Il faut un jour qu'ils réfléchissent un peu de manière globale avec l'environnement, avec l'écologie, avec voilà, il y a une approche globale qui doit se faire. Et j'ai envie de vous dire, si vous voulez un peu creuser le sujet, encore vous poser des questions, j'ai envoyé le BESLAH aujourd'hui. Dedans, il y a un document de l'ANACT qui a étudié des accords cadres entre entreprises sur le télétravail et le travail hybride. Donc ça peut être intéressant d'aller creuser un peu ce qu'ils ont fait. J'ai pas eu le temps de lire, moi, par rapport à ça. Et deuxièmement, en tant que responsable de la direction de la recherche au SPF Emploi, on va lancer en 2022 une recherche avec des chercheurs pour aller dans des entreprises, voir un peu des bonnes pratiques justement de ce travail hybride, pour voir un tout petit peu comment les entreprises vont s'adapter, parce que je pense qu'elles vont s'adapter plus vite que, voilà, elles vont devoir face à des problèmes,
comme Carole chez Actiris ou Céline à la Commission européenne. Je pense qu'ils vont pas attendre les résultats des recherches, puis ils sont confrontés directement maintenant au problème. Et donc, voilà, par essai, erreur et essai, on va dire comme ça, eh bien, on va peut-être apprendre aussi des bonnes pratiques qu'on pourra généraliser à d'autres entreprises. Voilà, on va clore la première partie. Je remercie Sophie qui doit nous quitter. Voilà, Sophie, un grand merci de nous avoir présenté ton TFE. Merci beaucoup. Et à bientôt pour une prochaine. Voilà, on ne sait jamais. Voilà, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je passe maintenant la parole directement. Je ne sais pas comment prononcer les noms de famille. Nicolas, tu vas peut-être me corriger, mais il y a Marie Abetset et Zoé Mabogay qui sont diplômées en kinésithérapie à l'Haute École Louvain-Hainaut, donc elle là. Promoteur, c'était Nicolas, qui va nous parler de l'analyse de l'intervention de coach mouvement sur la manutention des préparateurs de commandes chez Colruyt. Donc voilà, vous avez la parole, Marie et Zoé. Je ne sais pas qui partage le dia. Alexandre, tu peux baisser ta main, s'il vous plaît, comme ça je sais remettre tout le monde à 0. Merci. Voilà, je cherche où sont Marie et Zoé. Je peux partager mon écran? Oui, vous pouvez partager l'écran. On n'entend pas fort votre son. Bonjour. Voilà. Parlez un peu plus fort, peut-être. Voilà, ça commence à apparaître. Voilà. Voilà, je ne sais pas si tout le monde le voit. Voilà, en plein écran, si possible. Chez moi, il est en plein écran, mais... Voilà, c'est bon maintenant. Voilà, bon. voilà, c'est bon là. Parfait comme ça. Je vous laisse la parole alors. Marie, prête? Zoé, Marie, on ne vous voit pas. Je ne sais pas si vous avez allumé votre... Moi, j'ai allumé ma caméra pourtant. Moi, j'ai rien allumé, je suis désolée. Et voilà, on vous voit maintenant. Super. Impeccable. On peut commencer alors? Allons-y. Ok. Ben voilà, donc bonjour à tous. Donc nous, on va vous présenter notre mémoire qui va donc porter sur l'analyse de l'intervention de coach mouvement sur les préparateurs de commandes du groupe Colruyt. Donc c'est une idée originale de coach mouvement que nous allons vous expliquer un petit peu plus tard dans la présentation. Et alors, ça rentre dans une action bien-être au travail et c'est l'une des valeurs principales que va prôner l'entreprise Colruyt. Désolée, j'ai un petit souci technique. Ok. Alors, donc en fait, le job de préparateur de commande, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, avant de retrouver les produits dans les magasins du groupe Colruyt ou OK, ils vont être stockés dans des entrepôts tels que celui-ci en photo. Et nous, on est allé dans celui de Guy Languien. Donc, on a une petite vidéo d'un préparateur de commande qui travaille. Et en fait, le rôle de ce préparateur de commande, ça va donc être de prendre un colis qui est déposé sur une palette, de le mettre sur son chariot qui est tracté par un transpalette. Et il va faire ça toute la journée dans tout l'entrepôt. Donc, chaque préparateur de commande est équipé de chaussures de sécurité, de gants de protection s'il le souhaite et d'un casque audio avec un système voice. En fait, le système voice, il va lui dicter le nombre de colis que le préparateur va devoir prendre, mais également la quantité qu'il va devoir déposer sur son transpalette. Donc, il faut savoir que les préparateurs de commandes peuvent manutentionner près de 10 tonnes de colis par jour. Et selon le cadre vert de l'INRS de juillet 2019, il est déconseillé de manutentionner plus de 3 tonnes par jour. Donc, c'est manutention manuelle de charge peuvent donc engendrer, comme on s'en doute, des répercussions sur le corps, telles que des troubles musculo-squelettiques. Donc, il est à savoir que les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, sont la première cause de maladie professionnelle en Europe, selon une étude de 2019. De 2013 à 2017, 56% des TMS indemnisés étaient en lien avec de la manutention de charge. Selon la CNESST, donc la Commission des normes d'équité de la santé et sécurité au travail, il y avait une hausse de 10% des TMS sur la période de 2015 à 2018. Et parmi ces 10%, 57% des lésions concernaient le tronc.
Après, une étude belge nous a montré que 46% des TMS concernaient le dos, 44% concernaient le membre supérieur et 30% concernaient le membre inférieur. Alors, il y a des facteurs qui favorisent du coup cette apparition de TMS. Donc, dans un premier temps, on va retrouver tout ce qui est poids de la charge, la durée de la tâche, la posture et la force qu'il va falloir appliquer pour réaliser cette tâche. Dans notre cas, c'est clairement la posture qui nous intéresse. Dans un second temps, on va retrouver l'exposition à l'environnement externe, donc tout ce qui est froid, stress, vibration, mais également le bruit. En troisième position, on va retrouver l'aspect organisationnel, donc le manque d'adaptation aux postes de travail, mais également l'importance des pauses. Et enfin, on retrouve les caractéristiques qui sont propres à l'individu. On va retrouver l'âge, le poids, la taille, tout ce qui est tabagisme, mais également le sexe de l'individu. Alors, le projet Coach Mouvement, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, de sorte à diminuer justement ces chiffres des TMS et du coup à améliorer ce bien-être au travail, il semblait intéressant d'améliorer les techniques de mouvement des préparateurs de commandes. C'est alors dans cette optique qu'est apparue une campagne de prévention auprès des travailleurs et c'est donc le projet Coach Mouvement. Ce projet a été élaboré en collaboration avec les travailleurs, mais également les chefs de service, le responsable de formation, mais également l'ergonome externe. Et donc, en fait, avec Marie, nous, on arrive vraiment dans cette partie finale du projet. On arrive vraiment dans, on va dire, entre guillemets, une phase B. Donc, en quoi consiste cette formation? Eh bien, en fait, il y avait 8 parrains qui ont été sélectionnés. Donc, les parrains, ce sont des personnes expérimentées dans l'entreprise. Ils ont suivi une formation d'une journée par justement ce même ergonome externe. S'en est suivi 3 jours de formation complémentaire où l'ergonome externe vérifiait si les techniques étaient bien réalisées ou non par les parrains. Quel était le rôle du coup de ces coachs mouvements? Eh bien, c'était de motiver les collègues à adopter les techniques sécuritaires, mais leur rôle était également de répertorier à l'aide d'une grille les mouvements qui étaient correctement réalisés ou non. Cette grille a donc été appelée Bewegings Coach. Et donc, en fait, les coachs mouvements passaient leur journée, ils se baladaient dans l'entrepôt, ils avaient leur grille et ils regardaient les mouvements qui étaient bien faits ou pas bien faits et à chaque fois, ils le notaient. Comment on a réparti les groupes? Eh bien, ça a été très simple, c'était en fonction des pauses de travail. Donc, une pause était la pause coachée, donc du coup, la partie expérimentale. Et la deuxième pause, forcément, la non coachée, et donc la partie témoin. Donc, dans notre cas, pour rappel, nous, on intervient vraiment dans la partie externe, l'analyse postérieure à l'intervention des coachs mouvements. Alors, concernant donc notre échantillon au niveau de la population, donc c'était un travail donc sur les préparateurs de commandes. Ils étaient âgés donc de 19 à 59 ans. On avait donc 99 sujets dans le groupe coaché et 100 dans le groupe non coaché. Au niveau donc de nos critères pour l'étude, donc on a inclus les travailleurs au poste de préparateur de commandes, environ 50% de leur temps de travail. Au niveau des non-inclusions, donc on avait appris tout ce qui était certificats médicaux, mi-temps médicaux, les jobs étudiants, les intérimaires, ceux qui ont refusé de participer à l'étude, et alors les travailleurs qui viennent en aide lors d'un échange de personnel quand il en manque ou quoi que ce soit, et qui viennent d'autres dépôts. Et alors on exclut forcément ceux qui ont été malades ou absents durant l'étude. Alors, notre but, c'était donc d'objectiver l'impact de ces coachs mouvements. Pour ça, on a créé une grille. La grille a été basée donc, sur la grille Bewegings Coach que Zoé a dit tout à l'heure, donc qui est celle réalisée par le Colruyt. Et alors, une grille de Denis, donc l'ergonome canadien. Notre grille à nous est basée donc, sur 8 items. Le premier, donc, qui est l'intervention du membre supérieur. La deuxième, donc, c'est l'utilisation de la charge, donc utiliser les poignets si la charge en possède. 3, donc, c'est l'alignement postural, donc garder un maximum les courbures physiologiques. L'utilisation du corps, donc là, on est plus ciblé au niveau des membres inférieurs. 5, donc c'est les bras de levier, donc c'est porter la charge au plus proche de soi.
L'équilibre corporel, donc garder un bon écartement des pieds au niveau donc largeur du bassin. La mise sous charge, c'est le fait donc de ne porter qu'un colis à la fois. Et alors, le dernier item, donc la transition entre la prise et le dépôt, donc où on vient chercher le colis et le placer dans la charrette. Chacun donc de nos items était coté de 0 à 4. 0 donc était un mouvement pas du tout acquis, le 1 non acquis, 2 c'était un mouvement qui était correct, 3 il était acceptable et 4 il était correctement exécuté. Alors, concernant la procédure donc, de nos observations, donc, on a choisi notre préparateur en fonction des critères qui ont été énumérés juste avant. Ensuite, on va lui poser des questions un peu plus personnelles, donc son nom, son prénom, ses années d'expérience, la taille et le poids afin de récolter le BMI et alors est-ce qu'ils font partie du groupe coaché ou non. Ensuite vient le questionnaire nordique donc pour répertorier les douleurs au cours des 12 derniers mois, des 7 derniers jours et au moment où on lui pose la question. S'ensuit une observation donc d'une 40aine de minutes et à la fin de cette observation, on vient lui demander d'évaluer l'astreinte physique qu'il vient donc de fournir grâce à l'échelle de Borg, cotée donc de 0 à 10. Concernant donc la chronologie des mesures, donc il y a eu 2 phases. Une première phase où Zoé et moi-même suivions un même préparateur, donc dans le but de voir s'il y avait une reproductibilité interexaminateur. Et alors la phase 2, c'était que chacune était de son côté avec un préparateur. Alors, concernant donc les résultats, donc il y avait un âge moyen de 36 ans avec 9% de femmes et 91% d'hommes au sein donc de l'entreprise. Concernant les refus de participation, on en a eu 14 dans le groupe coaché et 32 dans le groupe non coaché. Tout à l'heure, on a parlé donc de la taille et du poids pour récolter le BMI. Donc ici, on voit que ce qui ressort le plus, c'est donc 43% pour un BMI dit normal et 37% en surpoids. On a fait donc la moyenne du Colruyt qui est donc de 25,9 et alors on a répertorié d'autres moyennes. On voit qu'on est plus ou moins dans la norme, en Belgique, que ce soit en Belgique, en Wallonie ou en France. Alors, le résultat donc des analyses en binôme, donc où Zoé et moi-même étions ensemble. Donc, on a chacun des items. On remarque que les items qui ont été le plus reproductibles, c'est l'item donc 1, 2, 7 et 8. Et même le moins bon item, entre guillemets, reste tout de même significatif au niveau de la p-valeur, qui est l'item 6. Concernant donc les résultats donc de notre grille à nous, d'un point de vue manutention, donc on voit bien que les coachés ont obtenu de meilleurs résultats que les non coachés. Il y a des items qui ont quand même obtenu de meilleures cotes. Donc c'est l'intervention du membre supérieur, l'utilisation de la charge, le bras de levier et la mise sous charge. Et alors concernant les 4 autres items, ils ont obtenu de moins bons résultats. Alors ici, on a essayé de voir donc s'il y avait une évolution au niveau des douleurs. Donc déjà, il y a 3 localisations qui sont principalement mises en évidence. Donc c'est la nuque et le cou, le bas du dos et le haut du dos. Donc on prend l'exemple du graphique douleur, nuque et cou. On voit donc les sujets coachés sont à gauche du graphique. Au cours des 12 derniers mois, il y a 28 sujets qui ont eu des douleurs et il y en a toujours 9 d'entre eux qui en ont encore au cours des 7 derniers jours. Et alors, concernant ceux qui n'ont pas eu de douleur au cours des 12 derniers mois, donc ils sont 71, et 70 d'entre eux n'ont toujours pas de douleur au cours des 7 derniers jours. Et à droite, donc, on a le groupe non coaché. Alors, donc au niveau de notre discussion, donc nous, on intervient vraiment dans cette analyse, on va dire, postérieure. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment eu de avant-après. On avait 2 groupes avec des sujets différents, un coaché, un pas coaché, et on les prend vraiment à la phase terminale du projet. Donc, peut-être qu'il serait plutôt intéressant de prendre un même groupe avec une même base de données au niveau des sujets et de faire justement un avant-après.
Au niveau de notre questionnaire des douleurs, on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas spécialement adapté. Donc, pour rappel, on prenait les 12 derniers mois, les 7 derniers jours. Et donc, peut-être que ce laps de temps a été bien trop conséquent et que du coup, il aurait peut-être fallu prendre des données plus régulières. Peut-être aussi qu'il aurait été intéressant de faire un examen clinique, soit par un médecin, soit par des kinésithérapeutes, et donc d'avoir des données un peu plus, plus répertoriées, on va dire. Et alors, on s'est aussi rendu compte que peut-être que notre questionnaire n'était pas posé au bon moment, parce que nous, du coup, on les prend sur leur lieu de travail avant qu'ils ne reprennent une charrette. Et donc, peut-être qu'il aurait fallu trouver un système ou une astuce pour leur poser la question à un autre moment. Mais nous, dans notre contexte à nous, ce n'était pas possible. Donc, ça s'est vraiment fait sur quelques minutes de manière très rapide. Et donc voilà. Il faut savoir qu'au Colruyt, il y a vraiment une valeur de polyvalence. Donc, en fait, tous les travailleurs ont... Enfin, une majorité des travailleurs ont des tâches annexes. Donc, il y en a qui sont au poste de cariste, il y en a qui sont au chargement, il y en a qui sont au tri. Bref, il y a vraiment plusieurs postes. Et donc, il n'y a pas vraiment des travailleurs qui sont à temps plein, on va dire, en préparation de commande. Et donc, peut-être que ces tâches annexes sont venues un petit peu troubler nos données. Et donc, c'est des données qui sont intervenues de manière à peu près négative, on va dire. Alors nous, notre désir de base, c'était de faire un double aveugle, sauf qu'en fait, on connaissait les chefs de service, donc des pauses coachées et non coachées. Donc en fait, dès qu'on arrivait sur le site, ben, en fait, on savait à quelle pause on allait à faire. Donc de notre côté, c'était pas possible. Et alors, pour les travailleurs, on voulait vraiment avoir une transparence vis-à-vis d'eux. On ne se sentait pas de leur dire, ben, tiens, on vient analyser tel ou tel truc. Autre de ce qu'on fait, ou alors ne rien leur dire. Donc à ce niveau-là, on n'a pas fait d'aveugle. Donc du coup, au niveau des cotations des manutentions, il y a forcément un point de vue personnel qui intervient, même si avec Marie, il y a eu de l'entraînement et on a essayé vraiment d'être les plus reproductibles entre nous. Mais bon, il y a toujours ce point de vue personnel qui peut intervenir. Alors, on n'a pas su analyser les travailleurs sur un seul type de charrette parce que du coup, à Guilanguien, ça va des vins, des bières, les conserves, les paquets de cigarettes. Donc, du coup, c'est des volumes, des poids différents. Et donc, il n'y a pas eu cette similarité entre chaque charrette. Et alors, il faut savoir aussi qu'il faut du coup laisser du temps à ce changement postural. Et alors, c'est vrai qu'on a quand même remarqué une certaine résistance au changement. Et donc, en effet, on s'est rendu compte que sur le site, on nous disait beaucoup « Ah ben non, moi, ça fait 20 ans que je fais comme ça, c'est pas maintenant que je vais changer. » Ou « Qu'est-ce que vous faites là ?» Enfin, c'est pas à vous à nous dire comment on doit travailler. Donc voilà, c'est une petite remarque de notre part. Alors, on va comparer un petit peu avec la grille Bowie-Higgs Coach. Donc, pour rappel, nous, on a notre grille et les coachs mouvement avaient leur grille Bowie-Higgs Coach. Alors, eux, ils avaient du coup 8 items également. Et eux, ils ont pris des mesures donc, quotidiennes de novembre à mars. Alors, on voit qu'il y a une augmentation pour tous les items, sauf pour l'item alignement postural, où là, en novembre 2020, ils étaient à 79% et en mars, ils étaient à 70%. Mais sinon, de manière globale, pour leurs résultats à eux, ils ont vu une amélioration. Comparatif entre leur grille et notre grille, eux, forcément, ce sont les coachs mouvements, donc ce sont des examinateurs internes et donc subjectifs. Tandis que nous, on arrivait là dans l'entreprise, on avait, entre guillemets, aucun lien avec eux, donc on avait une certaine objectivité. Au niveau de leur cotation, eux, c'était non nuancé, c'était vraiment bon ou pas bon. Tandis que chez nous, on a fait des cotations, donc pour rappel, de 0 à 4, donc une plus grande nuance. Au niveau des items, eux, ils voulaient prendre en compte le rythme, mais également, ils ont regroupé certains items. Que chez nous, c'était une volonté de notre part de ne pas prendre leur rythme en compte parce qu'on ne s'estimait pas légitime de juger leur rythme de travail parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un certain rendement qui est demandé.
Et donc, nous, on ne voulait vraiment pas juger cet aspect-là. Et alors, nous, on a essayé vraiment de détailler ces items. Au niveau de leur prise de mesure, ben, eux, ça s'est fait de manière journalière. Donc, c'est évolutif, ça s'est fait de novembre à mars. Tandis que nous, ben, on arrive vraiment à la fin du projet. Et donc, ça s'est fait vraiment à un moment donné. Eux, ils balayent l'entrepôt, que chez nous, ben, c'est ciblé sur un travailleur et sur un type de charrette. Et alors, les Bewegings Coach, eux, ils étaient vraiment que chez le groupe coaché, que chez nous, ben, on a évalué les coachés et les non coachés. Alors, donc pour conclure ce travail, donc oui, on voit bien qu'au niveau des postures, les coachés donc arrivent à mieux les réaliser et les utilisent un peu plus souvent que les non coachés qui font moins attention. Malheureusement, donc au niveau des douleurs, on n'a pas su objectiver d'impact, donc on n'a rien à redire à ce niveau-là. Il y a déjà des éléments qui ont été mis en place sur le site. Donc, on voit sur la première photo, en fait, ils empilent plusieurs palettes pour faciliter l'accès au colis, pour que ce soit plus facile pour venir le chercher. Il y a aussi donc une distance entre chaque tas de palettes pour pouvoir venir placer donc normalement un pied pour avoir accès au fond de la palette. Sur la deuxième photo, donc on voit qu'ils ont installé des petits panneaux. Donc ça, c'est pour les caristes quand ils viennent réapprovisionner les rayons pour qu'ils sachent qu'à cet endroit-là, d'un point de vue ergonomie, ils doivent laisser une palette, voire plusieurs selon le type de colis. Il y a aussi donc des petits marquages au sol. Donc là, c'est pour venir positionner correctement la charrette. Et là, c'est plus donc pour la transition entre le colis et de venir le déposer dans la charrette. Ils ont aussi appris à manutentionner les palettes. Donc, une fois qu'il n'y a plus de colis, les préparateurs doivent déplacer les palettes vides à un certain endroit. Et donc, on leur a aussi appris ces techniques-là. Et alors, il y a aussi eu une diminution au niveau de certains volumes poids de colis qui ont déjà été scindés pour faciliter aussi le port de la charge. Alors, concernant les pistes qu'on pourrait apporter, c'est au niveau biomécanique et physiologie. Donc, on remarque que les travailleurs n'ont peut-être pas assez de connaissances par rapport à ça que pour pouvoir utiliser les bonnes techniques de manutention. Donc ça, ce serait peut-être intéressant de leur apprendre et de leur expliquer pourquoi il est bon pour eux de réaliser correctement la manutention. Il y a aussi la pratique d'une activité physique. Il faut aussi leur expliquer que c'est différent du travail. On a aussi beaucoup entendu « oui, moi je ne fais pas de sport parce que je porte assez de poids la journée ». Il faut leur expliquer que c'est tout à fait différent, aussi bien d'un point de vue physique que mental. Il est important de réaliser une activité physique par rapport à ça. Et alors là, c'est plus par rapport à l'entreprise en elle-même, c'est d'avoir un impact plus important au niveau des TMS et de mieux les répertorier, non seulement pour eux, mais aussi pour d'éventuelles études, parce que là, on a remarqué qu'on n'avait pas accès à certaines données. Donc voilà. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présentation. Et donc, je donne la parole à celui qui lèvera la main le premier. Voilà, je vois. Marianne, tu as une question, Marianne? Bonjour, Marianne. Oui, bonjour à tous. Et merci beaucoup pour cette belle présentation. Je me posais une question, en fait. Je me demandais si parce que je vois que vous avez beaucoup fait référence à des ergonomes canadiens, notamment à Denis Denis et à Nicole Vézina. Je me demandais si dans le cadre de votre travail, vous aviez eu l'opportunité de traiter les données selon la dimension de genre. Parce que je pense que ça aurait peut-être eu aussi des impacts, ça aurait peut-être aussi modifié les résultats en ce qui concerne les impacts, par exemple, au niveau des douleurs. Parce que on parle des travailleurs, donc dans votre présentation, vous avez parlé des travailleurs, mais sans faire la différence entre travailleurs et travailleuses. Et au niveau des TMS, ça peut avoir quand même des impacts non négligeables. Oui.
en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, c'est vrai que ça nous aurait bien plu, mais l'échantillon était peu conséquent au niveau des femmes aussi, parce que je vous rappelle, on a quand même 9% de femmes, 91% d'hommes. Et pour nous, le fait qu'il y ait vraiment cette différence d'échantillon qui était vachement plus conséquente d'un côté, ça allait du coup influencer les résultats. Et c'est vrai qu'on avait regardé les résultats, on avait essayé de comparer, mais pour nous, rien n'était ressorti. Rien qui ressortait par rapport à ça. De peut-être pousser plus loin, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment loin, mais dans notre cadre et dans notre contexte, l'échantillon ne permettait pas de faire cette distinction de genre. Malheureusement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ben non, mais tu as tout dit parce que c'est vrai, et même en discutant avec eux, même les dames nous disaient que c'était très physique comme travail, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, ouais, voilà, la différence était trop énorme que pour pouvoir approfondir le sujet, mais c'est vrai que ça aurait pu être très, très intéressant. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai envie de poser une question par rapport pendant tout votre travail, est-ce que vous avez contacté? Quelle était l'application du conseiller prévention interne du lieu de travail? Donc, le conseiller prévention sécurité, est-ce que vous avez eu des contacts avec le SIPP, avec Oui, on a eu quelques contacts, mais c'était justement une contrainte par rapport à avoir des données sur les TMS parce qu'il y avait des données auxquelles on ne pouvait pas avoir accès. Et donc, c'est justement aussi ça qui nous bloquait parce que d'une part, on n'avait pas accès à certaines données. Par exemple, quand les travailleurs remettaient des certificats médicaux ou quoi que ce soit, on ne pouvait pas avoir la raison. Est-ce que c'était par rapport à des blessures ou est-ce que c'était juste une maladie courante? Et donc, du coup, c'est ça aussi qui nous a bloqués et qu'on ne pouvait pas avoir, quoi. Je pensais aussi à l'analyse des risques. Est-ce que dans l'analyse des risques, le conseiller prévention interne, ça implique par rapport à la prévention des TMS ou bien il laisse faire ça à l'ergonome, aux ergonomes, quoi? Nicolas, tu peux répondre, je vois bien. Oui, en fait, l'idée venait en grande partie des conseillers en prévention. Donc, les conseillers en prévention étaient là au jour le jour pour la formation des coachs. Et puis après, ils ont aidé un petit peu Marie et Zoé, je pense, dans le cadre de leur mémoire. Mais c'est vrai qu'il y a une petite frustration là chez Marie et Zoé. Elles auraient bien voulu avoir des chiffres par rapport aux troubles musculo-squelettiques, mais vous savez que c'est compliqué d'avoir, pour protéger les travailleurs, c'est compliqué de savoir pourquoi ils sont absents au travail, et donc il y avait un manque de données chiffrées là par rapport au TMS spécifiquement. C'est pour ça que je posais la question, parce que je m'en doutais bien. Et en fait, c'est pour faire un peu de la promotion pour le 17 mars à Journée de la Baisse, puisque IDEWE a développé pour nous, avec nous, 2 nouveaux outils sur les TMS. Un outil pour le conseiller prévention interne qui pourrait se poser les bonnes questions pour voir comment mieux aider l'entreprise par rapport à prévenir les TMS. Et deuxièmement, on a développé un outil indicateur d'alerte TMS, justement pour que l'entreprise fasse un peu le bilan des chiffres qu'il possède sur les TMS, tout comme on a développé il y a 2-3 ans l'outil indicateur d'alerte RPS. Donc c'est pour ça que je faisais un peu de pub par rapport à ma question. Je vois qu'il y a eu, je ne sais pas qui a relevé le plus vite son bras, je regarde. Huguette, c'est à toi, Huguette. Hein. Oui, merci aux 2 présentatrices pour cette présentation qui était assez intéressante. Envisageant le fait que vous n'avez pas accès aux données sur leur complainte qui leur bloque d'être au travail, est-ce que vous avez envisagé d'utiliser un outil comme le Nordic Questionnaire ou Stari ou n'importe quoi, parce que ça pourrait ça pourrait vous offrir accès aux données que normalement l'employeur n'a pas accès à cause du fait qu'il ne peut connaître la cause de l'incapacité de travail. Mais le Nordic Questionnaire, c'est un outil qui est facile à indiquer sur quel niveau et dans quel endroit les gens ont eu des soucis pendant telle ou telle période. Mais justement, nous, c'est justement ce questionnaire-là qu'on avait utilisé au niveau des douleurs. Mais en fait,
nous, on s'était embarqué dans ce questionnaire parce que forcément, on avait lu beaucoup d'articles et c'était un questionnaire qui est quand même pas mal utilisé. Sauf que nous, on s'est retrouvés face à cette limite de, il y a 12 mois, on demandait aux préparateurs de répertorier leur douleur il y a 12 mois, et puis sur les 7 derniers jours. Et donc, en fait, et c'est vrai que le temps, en fait, on faisait tout ça vraiment sur le lieu de travail, dans l'entrepôt. Il n'y avait pas un moment, on ne pouvait pas s'octroyer un moment calme avec le préparateur de commande pour faire vraiment une anamnèse, un bon bilan. Ouais. Donc, ce questionnaire nordique, pour nous, n'est clairement pas suffisant pour répertorier ces douleurs parce que les gens, ils se disaient, oh ben oui, sur 12 mois, mais 12 mois, c'est long. Et les 7 derniers jours, ça peut être très court. Et l'intensité de la douleur n'est pas la même et la localisation n'est pas la même. Donc, on s'est retrouvé avec une tonne de données, mais qui étaient en fin de compte inutilisables malheureusement parce que ils n'arrivaient pas vraiment à représenter leur douleur. Après, on s'est rendu compte que oui, il y avait des douleurs qui étaient regroupées, tout ce qui était nuque, bas du dos, donc tout ce qui concernait la colonne vertébrale, tout ce qui concernait les membres supérieurs. Mais enfin, là, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas plus sur les travailleurs à ce niveau. Mais c'est chouette, de telle manière, les étudiantes apprennent des choses pour leur carrière à suivre. Hein. C'est que parfois, il y a les méthodologies et qu'au moment qu'on estime est-ce qu'on peut l'utiliser, oui ou non, et puis on prend des décisions et on apprend après les avantages, les désavantages des décisions. Mais c'est pour ça que j'ai bien aimé votre présentation et que vous étiez assez clair sur ce que vous avez appris et que nous autres, on peut apprendre de votre travail. Merci beaucoup. Et juste pour conclure et ajouter un petit point, le questionnaire nordique remonte comme aux années 80 et on l'avait inclus dans Soban, donc dans la brochure Soban, brochure TMS. Donc si quelqu'un a un jour besoin d'un questionnaire sur les TMS, le questionnaire est disponible dans le brochure Soban. On a fait une version courte, moyenne, longue, avec un nombre de questions plus long ou moins long par rapport à ça. Et si quelqu'un a besoin du questionnaire en version Word ou en version Excel, il suffit de me contacter. C'est pas mis dans la brochure PDF, mais donc il y a une fiche qui explique le questionnaire. Regardez la fiche. Et si quelqu'un a besoin d'un questionnaire, et contrairement aux questionnaires risques psychosociaux, ils sont gratuits, il n'y a pas de copyright, enfin bref. Dans les TMS, on est assez libre d'utiliser les données et les questionnaires comme ça. Dans les RPS, c'est un autre monde, c'est plus compliqué. Donc voilà, on va conclure ici. Merci à Marie et Zoé. Et à Nicolas. Merci à tout le monde. Et je vais passer. Donc si vous avez besoin de vous faire soigner, elles sont ergothérapeutes toutes les deux, hein, ça va? D'accord. Voilà. Et elles travaillent au niveau préventif aussi, elles ne font pas que du curatif, hein, ça va? C'est pour ça que tu les as marquées, Nicolas, elles sont marquées, parce que tu vois, c'est marrant, dans leur nom, il y a un numéro. Je parie que c'est le numéro d'étudiant de LA, non? Voilà, c'est l'étudiant de... ouais, vous marquez l'étudiant, c'est bien ça, d'accord. Et si je peux encore ajouter pour ces deux étudiantes ergo et les autres qui vont peut-être suivre, c'est que le Award Huguette Désirons, ça prévoit un prix de 500 et un autre prix de 250 € pour les ergothérapeutes qui font des études en prévention d'incapacité de travail. L'année passée, on a eu 6, quand on a commencé, il y en avait 2, et un mémoire qui était introduit. Et l'année passée, c'était un mémoire francophone qui a gagné le premier prix. Alors, pour les gens qui sont intéressés, il faut aller voir ACT, Trait d'Union Désirons. L'info se trouve en néerlandais et en français. Ben voilà, Nicolas, tu as entendu, hein, j'ai bien entendu, je ferai la promotion, Huguette. Voilà, c'est très chouette. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais passer la parole à Grégory Delvigne, qui était diplômé en 2019 du Master de gestion des risques bien-être au travail en ergonomie, et qui va nous parler de la conception d'un espace de coworking en haute école, réflexion ergonomique. Grégory, c'est à toi. Merci. Alors, je vais d'abord vous faire un petit partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran apparaître? Oui, mais en mode, voilà, parfait. Voilà, normalement, vous devriez l'avoir en mode plein écran. Donc voilà,
Déjà, merci à vous de m'avoir convié à cette réunion. Alors, c'est vrai que j'ai effectué ce mémoire en 2019, donc c'est un peu plus loin pour moi, sachant aussi qu'on était dans un contexte à ce moment-là hors Covid, puisque la Covid n'avait pas encore fait son apparition. Donc, voilà, en termes de réflexion ergonomique, je pense que dans les perspectives futures, on pourrait avoir une réflexion encore différente aujourd'hui. Ça peut ouvrir une piste de mémoire, pourquoi pas, pour d'autres étudiants. Alors, qui suis-je en quelques mots? Donc, je suis ergothérapeute et psychomotricien de formation. Alors, j'entendais qu'il y avait des ergothérapeutes aussi parmi nous. Donc, très rapidement, pour faire le parallèle entre l'ergothérapie et l'ergonomie, l'ergothérapie est une profession paramédicale qui met l'accent tant sur la rééducation que la réadaptation et la réinsertion socio-professionnelle. L'ergothérapeute va s'intéresser davantage à des personnes déficientes qui rencontrent des problèmes dans leur quotidien, tant professionnel qu'au niveau familial, par exemple. Le but de l'ergothérapeute étant de pallier ces déficiences en trouvant des solutions d'aménagement, par exemple des aides techniques, pour permettre à la personne de participer un maximum dans son quotidien et retrouver une vie qui soit la plus normale possible. Après un accident, par exemple, sachant que les ergothérapeutes vont intervenir dans différents secteurs et aussi auprès de personnes d'âge complètement différents. J'ai travaillé personnellement en neuropédiatrie au centre neurologique William Lennox en tant qu'ergothérapeute il y a de cela quelques années. Alors, le parallèle avec l'ergonomie, eh bien, on va forcément, quand on est ergonome, aussi essayer de faciliter le quotidien professionnel d'une personne. La différence entre l'ergothérapie et l'ergonomie, je pense, se situe vraiment dans le suivi de personnes déficientes pour l'ergothérapie et de personnes saines qui rencontrent des difficultés au travail pour les ergonomes. C'est la grosse différence que je fais en tout cas entre les deux professions. Alors, par rapport au projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un projet qui concernait l'aménagement d'un espace coworking au sein d'un bâtiment de la Haute École Léonard Vinci, destiné aux étudiants et aux enseignants. Ce projet d'aménagement d'un espace coworking et de développement des nouvelles pédagogies concernait les établissements de la Haute École implantés sur le site de l'ALMA, à Woluwe, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, et qui concernait différents établissements comme l'ECAM, l'Institut Paul Lambin et à l'époque le Parnasse ISEI. Aujourd'hui, on parle pleinement de la Haute École Vinci. Le nom de ces établissements n'a plus lieu d'être, sachant que l'ECAM est sorti de la Haute École, n'en fait plus partie donc. Alors, le projet concernait un bâtiment situé sur le site de l'ALMA, bâtiment qui, vous voyez la représentation du rez-de-chaussée, qui s'étend sur 600 mètres carrés, avec 350 mètres carrés qui concernaient l'aménagement de cet espace coworking. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur qui se déplace sur mon écran. Donc, c'est l'espace qui est grisé sur mon écran. Espace de 600 mètres carrés où vous retrouvez également des salles de cours destinées notamment pour les étudiants en psychomotricité. Donc, espace de 600 mètres carrés intérieur, dont 350 destinés à l'espace coworking et 100 à 150 mètres carrés extérieurs, sur lequel j'ai eu moins l'occasion de travailler, sachant que le budget de la Haute École était quand même assez limité et consacré essentiellement au mobilier. Ce qu'on peut constater directement par rapport à ce projet, c'est que les architectes, l'architecte avec laquelle j'étais en contact, plus particulièrement la chef de projet, avait pour idée initiale de décloisonner complètement cet espace. Espace qui, si je pars de l'entrée, était cloisonné avec un couloir qui était clairement délimité à cet endroit. Deux espaces courts qu'on ne distingue plus ici, l'espace blanc ici dans le bas de mon écran et un espace grisé à cet endroit-ci. Deux espaces cloisonnés, autre espace cloisonné que les architectes voulaient complètement décloisonner pour créer finalement un open space. D'où l'intérêt de la réflexion ergonomique, c'était de voir dans quelle mesure les étudiants et les enseignants recherchaient un espace coworking de type open space. Pour la genèse du projet, donc c'est un projet qui a fait son apparition en février 2018 suite à l'achat d'un bâtiment par la Haute École avec des objectifs assez simples qui étaient d'ouvrir un espace destiné aux nouvelles pédagogies, sachant que l'enseignement actuellement a grandement évolué, permettre aux étudiants de travailler en groupe
et permettre aux équipes d'appréhender la mise en place d'un espace type Learning Center, tremplin vers le Vinci 4. Le Vinci 4 qui est un projet de la Haute École qui concerne la conception d'un nouveau bâtiment qui s'étalera sur 4 à 5 étages, qui devrait voir le jour en 2025. C'est un projet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler l'année passée, donc dans un contexte Covid, avec des réflexions sans doute différentes de celles que j'ai pu avoir en 2019 par rapport au projet qui m'a occupé à ce moment-là. Concernant les objectifs généraux que j'ai pu dégager en concertation avec la direction et la chef de projet architecte, développer un espace type coworking propice à l'accomplissement de travaux de groupe, individuels ou en groupe classe, accessible aux étudiants en particulier et aux enseignants de 3 instituts composant la Haute École Léonard de Vinci qui sont implantés sur le site de l'ALMA à Woluwe-Saint-Lambert. Autre objectif, permettre le développement des nouvelles pédagogies d'enseignement par les enseignants. Mes questions de recherche. En quoi un futur conseiller en prévention ergonome peut-il contribuer à la conception d'un espace coworking au sein d'une haute école? Mais également, je trouve que c'est une question importante, est-ce que la création de cet espace est nécessaire finalement? Et si oui, sous quelle forme? Au niveau de mon cadre conceptuel, je me suis intéressé tout d'abord à la définition de ce qu'était un espace coworking, définition qui sans doute aujourd'hui aurait évolué avec la Covid. Alors pour reprendre quelques mots, le coworking ou encore co-travail peut être défini comme une situation dans laquelle au moins 2 personnes travaillent ensemble dans un même lieu sans nécessairement appartenir à la même organisation. Je pense que clairement ici, le but de la création de cet espace était de permettre, entre autres, à des étudiants de différents instituts et de différentes sections de se rencontrer et peut-être de développer ensemble certains projets. L'enseignement d'aujourd'hui a grandement évolué. On parle d'évolution des méthodes pédagogiques. Pour reprendre les mots de Marcel Lebrun, extrait d'une conférence de 2015, enseigner, former, c'est mettre en place des situations dans lesquelles l'étudiant va pouvoir apprendre, convoquer lui-même des savoirs. Aujourd'hui, il est clair que l'étudiant, de par le télétravail en plus, est de plus en plus connecté à des plateformes interactives. Les cours se font aussi pour certains en e-learning, des cours en ligne qui sont de plus en plus développés et qui vont mettre les étudiants dans une position différente de celle qu'on a pu connaître il y a de cela quelques années et encore plus différente certainement aujourd'hui avec le télétravail. Alors, je me suis également intéressé en tant qu'ergothérapeute et ergonome aujourd'hui sur le poste de travail assis ou debout avec écran, sachant que la position assise n'est pas la plus recommandée pour l'être humain, on en est conscient, que la position debout pourrait être adoptée certainement pour effectuer des échanges, des réunions entre étudiants ou entre étudiants et enseignants, par exemple. Et donc, j'ai développé toute une partie dans mon cadre conceptuel qui s'intéressait à ces différentes positions de travail. Et enfin, un point sur les ambiances physiques de travail de l'espace coworking qui me paraissait également très important. Au niveau de la méthodologie suivie, méthodologie classique avec une analyse de demande, l'analyse de fonctionnement des situations de travail actuelles, la formulation d'hypothèses, diagnostic local et général que je vais développer par la suite, la suggestion de solutions et de recommandations, et enfin l'évaluation des solutions proposées qui a pu être faite en partie puisque le projet a vu le jour étant donné qu'il date de 2019. Aujourd'hui, les étudiants peuvent profiter pleinement de cet espace dans la mesure du possible, évidemment. Au niveau de l'analyse de la demande, il y a eu la constitution d'un groupe de pilotage qui se composait de la chef de projet, c'est-à-dire de l'architecte, des bibliothécaires, ils sont 6 au total, bibliothécaires qui étaient impliqués dans le développement de cet espace coworking, bibliothécaires qui sont également impliqués dans le développement du futur Learning Center, puisqu'une bibliothèque nouvelle sera implantée sur ce site. Également la responsable du développement des nouvelles pédagogies, et donc moi-même. Voilà pour la constitution du groupe de pilotage, qui n'a pas été simple nécessairement à mettre en œuvre.
Très rapidement, j'ai essayé de mon côté d'expliciter les modalités d'intervention d'un ergonome avec comme objectif d'apporter un point de vue traitant des aspects ergonomiques centré utilisateur, et je pense que ça c'est vraiment un élément très important que j'ai mis en avant, notamment auprès de l'architecte pour l'aménagement de cet espace, puisque je le rappelle, l'architecte était parti sur une conception complètement différente de celle qui a vu le jour finalement, puisque des enquêtes qui ont été faites auprès des étudiants et des enseignants ont révélé que les besoins de ces derniers étaient quand même différents du projet qui avait été initialisé. La deuxième étape, l'analyse du fonctionnement des situations de travail actuelles avec l'exploration et l'essai de compréhension des besoins des étudiants et des enseignants. J'ai donc effectué des observations ouvertes d'étudiants dans les différents instituts qui étaient concernés par le projet, où j'ai pu rencontrer entre 15 et 20 étudiants par institut, ainsi que des rencontres informelles d'enseignants. Vous voyez que j'ai pu en rencontrer 10 pour le Parnasse ISEI à l'époque, 4 enseignants pour les CAM et 4 enseignants pour l'Institut Paul Lambin. S'en est suivi la formulation d'hypothèses de niveau 1 et d'un prédiagnostic sur lequel je vais revenir, avec cette nuance qui tenait compte de la situation actuelle pour laquelle j'ai essayé de comprendre quelles étaient les habitudes et les besoins des étudiants et des enseignants. Les lieux fréquentés pour accomplir leurs différentes activités intercours, c'est-à-dire en dehors des heures de cours, tant pour les enseignants que pour les étudiants, l'accessibilité des lieux en termes de place, mais également les compatibilités horaires, puisque a priori l'école est fermée à 19h30. Est-ce que l'espace coworking pourrait prévoir justement des horaires un peu différents pour permettre aux étudiants d'y travailler plus longuement? En lien avec la situation projetée d'aménagement de l'espace coworking, donc la future situation telle que projetée notamment par les architectes, quelles étaient les attentes des uns et des autres en vue de l'aménagement de cet espace? Pourquoi aménager ce type d'espace? Pour quel type de besoin plus précisément, en référence aux futurs utilisateurs potentiels, les étudiants et les enseignants? Les enquêtes ont révélé, et les entretiens également, que les étudiants allaient être les principaux utilisateurs certainement de cet espace coworking. Au niveau de la méthodologie, ont été diffusés des questionnaires d'enquête via la cellule communication, donc questionnaires qui ont été diffusés au sein de la haute école, qui ont pu toucher les différents étudiants des différentes sections, des différents instituts, mais également les enseignants des différents secteurs de la haute école. Donc ça a été diffusé à une échelle assez large. Il faut savoir que, si je reprends quelques chiffres que j'ai été rechercher, il faut savoir qu'à l'époque, en 2019, on est plus ou moins autour de ce chiffre actuellement également, il y avait 5504 étudiants précisément qui avaient été touchés, j'ai envie de dire, par rapport à la réponse à ces différentes questions, avec 501 réponses qui avaient été données, c'est-à-dire un taux de participation de 9,1% de répondants, ce qui était déjà pas mal. Sur les 400 enseignants qui avaient été contactés par le questionnaire, j'ai eu 119 réponses, c'est-à-dire un taux de participation de 30% environ, ce qui était quand même pas négligeable. Pas mal dans le sens où le questionnaire a été divisé juste avant une période de blocus, où les étudiants sont quand même fort occupés, de même que les enseignants, et donc je trouvais que le taux de participation était quand même assez intéressant. Alors, dans les étapes, bien, s'en est suivi un diagnostic local et un diagnostic général. Diagnostic local qui concernait le futur espace coworking et un diagnostic général qui concernait les espaces déjà mis à disposition des enseignants et des étudiants à l'heure actuelle, avec la suggestion d'orientation et de solutions. Et enfin, une évaluation que j'aborderai très succinctement dans cette présentation. Concernant les résultats et les recommandations, j'en suis déjà à l'étape 3, puisque forcément les premiers entretiens, les premières rencontres ont été effectuées avec la formulation d'hypothèses de niveau 1. Hypothèse de niveau 1 par rapport aux étudiants. Les étudiants ne trouvent pas nécessairement de place en quantité suffisante au sein de leur institut en particulier et dans les murs de la haute école en général pour pouvoir y effectuer leurs activités scolaires
en dehors des heures de cours. C'était une première hypothèse émise. Des salles de travail existent pour y accomplir des activités scolaires en dehors des heures de cours entre 8h et 19h, mais ne répondent pas suffisamment aux besoins des étudiants, de par le bruit ambiant, qui est souvent important pour un travail qui nécessite calme et concentration, de l'inconfort général ressenti par les étudiants, les lieux qui ne sont pas toujours adaptés pour l'accomplissement de travaux de groupe. Je pense notamment aux bibliothèques où le silence est de mise. Les étudiants sont globalement peu à moyennement satisfaits des conditions de travail en général dans l'enceinte de la haute école, ceux en dehors des heures de cours. Voilà pour les formulations d'hypothèse de niveau 1 concernant les étudiants. Concernant les enseignants de la haute école Vinci disposent globalement d'espaces professeurs disponibles suffisants pour effectuer leurs activités de travail individuelles au sein de leur institut et semblent s'en satisfaire d'une manière générale. Les enseignants de la haute école Vinci estiment qu'il manque des espaces pour rencontrer des étudiants en dehors des heures de cours, effectuer des réunions entre collègues, mais aussi pour se détendre. Voilà des hypothèses qui avaient été émises. Premières hypothèses donc qui vont me permettre de déboucher sur mon prédiagnostic, les hypothèses de niveau 2. Les infrastructures générales de la haute école ne permettent ni aux étudiants ni aux enseignants d'exercer pleinement et ou dans de bonnes conditions l'ensemble de leurs activités de travail en dehors des heures de cours, entre 8h et 19h, du lundi au vendredi. Autrement dit, il est nécessaire d'augmenter l'offre de places disponibles en créant de nouveaux espaces de travail. Autre hypothèse de niveau 2, l'aménagement de l'espace coworking doit être surtout réfléchi en fonction du principal futur utilisateur, à savoir l'étudiant. Quand on pense coworking, je ne parle pas des cours qui seront prodigués par les enseignants, évidemment, puisque l'espace à l'heure actuelle est également exploité par les enseignants pour donner des cours. Quelques espaces de réunion entre collègues ou d'entrevue avec les étudiants, qui concernent donc les enseignants, doivent être intégrés à cet espace coworking. De même que la situation projetée n'offre pas une variabilité d'espace de travail suffisant et pourrait ne correspondre que partiellement aux besoins réels des futurs utilisateurs que sont les étudiants et les enseignants. Voici donc pour les hypothèses de niveau 2. Dans les résultats et recommandations toujours, au niveau du diagnostic local et du diagnostic général, donc pour rappel, j'ai vraiment nuancé le diagnostic local qui concernait l'aménagement de ce futur espace de travail et le diagnostic général qui faisait état finalement des espaces actuellement disponibles en 2018-2019 pour les étudiants et les enseignants en dehors des heures de cours pour pouvoir effectuer leurs tâches hors cours. Au niveau du diagnostic local, concernant les résultats et recommandations relatifs à l'enquête coworking étudiants, en lien avec la question qui concernait les habitudes des étudiants entre 8h et 19h lorsqu'ils n'ont pas cours, voici quelques chiffres qui sont ressortis de l'enquête qui a été diffusée au niveau de la haute école à grande échelle. Sont ressortis des éléments tels que l'étudiant travaille en se connectant de manière assez régulière, mais pas de manière systématique, et se connecte surtout sur un ordinateur privé. Il faut savoir que dans le nouvel espace coworking, on a tenu compte du fait que certains étudiants, encore aujourd'hui, n'ont pas à disposition un ordinateur privé et que certains postes fixes ont donc été mis à disposition des étudiants. Les travaux de groupe sont régulièrement effectués par les étudiants et encore plus à l'heure actuelle puisque, comme l'enseignement a évolué, on essaie de plus en plus de mettre les étudiants dans une logique interactive où ils doivent aller chercher de l'information et développer des projets avec d'autres étudiants. Donc les travaux de groupe sont évidemment très importants dans la vie de l'étudiant aujourd'hui et on doit en tenir compte évidemment pour l'aménagement de ce type d'espace. Sachant que les étudiants doivent aussi continuer à travailler seuls pour pouvoir réviser leurs cours et que nous devons tenir compte aussi de cette donnée finalement pour pouvoir aménager un espace coworking. Les recommandations qui sont ressorties finalement de ces enquêtes sont
qu'il faut préserver quelques postes fixes mettant à disposition des ordinateurs publics, mais ça n'est plus la panacée aujourd'hui puisque beaucoup d'étudiants ont finalement leur ordi portable. Prévoir des espaces de travail individuels avec possibilité de branchement d'ordinateurs privés. Entrevoir des aménagements permettant d'accomplir des travaux de groupe, voire réviser en groupe. Créer quelques espaces détente et instaurer un cadre de fonctionnement clair pour le respect des occupations de chacun. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment sorti de l'enquête qui avait été diffusée. Toujours en regard des étudiants, par rapport au diagnostic local, en regard de la question qui essayait de mieux comprendre les attentes et les besoins des étudiants dans l'aménagement de cet espace coworking, on a pu constater que le nombre de places disponibles pour les travaux individuels était quand même encore fort recherché par les étudiants à l'époque, à voir aujourd'hui. Dans un futur TFE, ce serait intéressant de voir si la tendance a évolué ou non. Le nombre de places disponibles pour les travaux de groupe, vous voyez que la proportion est quand même non négligeable. 56,7% des répondants étaient favorables à la création d'espaces dans cette optique. Le nombre d'espaces disponibles pour se détendre, on constate que les étudiants peuvent finalement aller chercher des espaces détente en dehors de la haute école, rentrer dans leur cote ou fréquenter aussi d'autres espaces pour pouvoir, par exemple, aller manger sur le temps de midi ou pour étudier tout simplement la fréquentation d'autres bibliothèques implantées sur le site de l'ALMA et la possibilité de pouvoir s'isoler des autres pour réviser des cours. Vous voyez que la proportion, de nouveau, n'est pas négligeable. Très recherché, un coin convivial où échanger avec d'autres personnes, boire ou manger un en cas. Donc la différence entre l'espace détente et la recherche d'un coin convivial, la détente, je peux l'effectuer avec d'autres, ou seul. Le coin convivial, c'est pouvoir vraiment échanger avec des étudiants d'autres sections et rencontrer finalement des personnes qu'on ne connaît pas. Vous voyez que la proportion est quand même importante aussi. J'ai 30% des répondants qui sont favorables à la conception, la préservation de ce type d'espace. Les premiers résultats tendent à corroborer notre hypothèse qui consistait à dire que la situation projetée n'offre pas une variabilité d'espace de travail et pourrait ne correspondre que partiellement aux besoins réels des futurs principaux utilisateurs, à savoir les étudiants. Créer un open space avec des espaces complètement ouverts n'était peut-être pas la solution. Grégory, si je peux me permettre de t'interrompre, il te reste 10 grosses minutes. Ouais, ça va. Il y a Okay. beaucoup de dia, donc... Oui, mais ça va, il y a beaucoup de dia illustrés aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, alors au niveau du diagnostic local, toujours par rapport aux étudiants, pour pouvoir correspondre au mieux aux attentes des étudiants, voilà les recommandations qui étaient ressorties. Prévoir un nombre de prises suffisantes pour le branchement d'ordinateurs, établir un réseau Wi-Fi qui soit le plus performant possible, entrevoir des possibilités d'optimisation par rapport aux agents physiques, proposer un créneau horaire plus large, mettre à disposition du matériel type tableau blanc, photocopieur et augmenter la visibilité pour pouvoir orienter finalement l'étudiant vers des espaces existants mais qu'il méconnaît de manière assez régulière. Par rapport au diagnostic local en lien avec les enseignants, en regard de la question qui traitait des habitudes des enseignants entre 8h et 19h durant les intercours, voici ce qui est ressorti de l'enquête qui a été diffusée. Est-ce que l'enseignant concrètement serait en recherche d'un espace pour pouvoir préparer ses cours? La réponse est le plus souvent non. Organiser des réunions entre collègues, on constate finalement par rapport à nos hypothèses que les enseignants parviennent à trouver des espaces en dehors de cet espace coworking et que la plupart du temps, ils ne vont pas se rendre dans l'espace coworking qui est finalement très excentré par rapport aux instituts en général. Pouvoir dispenser mes cours, oui, à l'heure actuelle, les enseignants sont amenés à dispenser des cours dans l'espace qui a été prévu à cet effet aussi, mais les étudiants, les enseignants dans ce cas-ci, ne sont pas d'avis de vouloir nécessairement dispenser des cours dans un espace de ce type-là. Par contre, pouvoir rencontrer des étudiants et avoir des espaces qui soient consacrés à ces rencontres pour discuter des TFE, des travaux de groupe, voilà, dans les chiffres, le plus souvent, les enseignants vont rechercher ce type d'espace. La situation projetée n'offre toujours pas une variabilité d'espace de travail, pourrait ne correspondre que partiellement aux besoins réels des enseignants. Donc ça corrobore finalement l'hypothèse qu'on avait émise au départ. Ce sont surtout les espaces d'entrevue avec des étudiants qui sont majoritairement recherchés par l'enseignant.
Alors, au niveau du diagnostic local, toujours par rapport aux enseignants, voilà dans les recommandations qui ont pu être formulées. Veillez à distinguer les espaces de réunion, de discussion, ça je pense que c'est un élément très important. Prévoir un espace qui allie confort général, qualité des agents physiques, la modularité également, la convivialité qui serait de mise. Envisager la possibilité de pouvoir projeter sur écran lors de réunions et entrevoir la possibilité de réservation pour y tenir des réunions de travail, ce qui a été fait à l'heure actuelle. Donc, ce sont des éléments qui ont été mis en place. Permettre la privatisation de l'espace pour pouvoir encadrer certains étudiants, des groupes d'étudiants. Donc, actuellement, cet espace coworking est aussi exploité pour pouvoir donner des cours. Alors, au niveau du diagnostic plus général qui concerne les espaces qui étaient déjà mis à disposition des étudiants et des enseignants, d'une manière générale, nous pouvons tendre vers la confirmation de l'hypothèse quant à la nécessité d'augmenter le nombre de places disponibles, surtout pour les étudiants. Concernant les enseignants, j'avais émis comme hypothèse que les enseignants recherchaient des espaces directement accessibles, non excentrés par rapport à l'Institut, suffisamment confortables et répondant a priori à leurs besoins immédiats. Ces espaces doivent autoriser à la fois le travail seul, sans trop d'éléments distracteurs, mais aussi les échanges formels ou informels avec des collègues de travail. Ce qui tend à appuyer notre hypothèse qui dit que l'aménagement de l'espace coworking doit surtout être réfléchi en fonction du principal futur utilisateur, à savoir l'étudiant. Pour conclure, par rapport aux recommandations, les infrastructures générales de la haute école ne permettent pas aux enseignants d'exercer pleinement et ou dans de bonnes conditions l'ensemble de leurs activités de travail. Donc voilà, ça corrobore de nouveau l'hypothèse que j'avais émise au départ. Dans les résultats et recommandations par rapport aux suggestions d'orientation de solutions, dans mon optique d'ergonome, on a proposé aux étudiants de pouvoir essayer des sièges de travail. Alors, il y avait forcément une limite au niveau du budget. Voici 2 types de sièges de travail qui avaient été proposés. Les étudiants ont pu essayer durant 3 semaines ces sièges en bibliothèque. Et on a diffusé une enquête. Les étudiants ont pu répondre, pouvoir avoir leur avis finalement par rapport à l'utilisation de ces sièges. Celui qui a été retenu, c'est celui qui est à droite ici sur l'écran, qui offre un confort assez optimal. Alors, ce n'est pas un siège ergonomique avec réglage possible. Par contre, il y a une certaine flexibilité au niveau du dossier. J'ai pu l'essayer moi-même. Voilà donc le siège qui a pu être retenu suite à finalement l'essai fait auprès des étudiants. De nouveau, on a, pour pouvoir orienter des solutions qui soient les plus acceptables possibles, j'ai travaillé avec les bibliothécaires, une bibliothécaire en particulier, et la responsable du développement des nouvelles pédagogies, où nous avons effectué des simulations sur plan. Voilà, donc on a travaillé vraiment sur plan, à l'échelle. J'avais découpé des petites tables et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir voir comment organiser l'espace. Alors, voyez que l'espace en haut à droite, la grosse flèche en rouge qui représente l'entrée, voyez que cet espace au départ était consacré et devait rester consacré pour de l'administratif. Finalement, cet espace administratif a été utilisé pour pouvoir créer et agrandir le coworking tel qu'on l'avait imaginé au départ. Donc voilà la simulation sur plan qui avait été faite. Et le projet final. Le projet final qui tient compte des demandes, des attentes des enseignants et des étudiants. Voyez qu'on a des salles de cours, on a l'entrée ici sur la droite, des salles de cours qui ont été préservées mais qui permettent aussi d'effectuer des travaux de groupe à certains moments. J'ai 2 petits carrés bleus qui représentent des fenêtres qui permettent finalement aux enseignants d'avoir un regard sur les 2 locaux quand ils sont amenés à travailler en parallèle avec plusieurs groupes. Voyez que les espaces fermés ont été préservés pour y donner des cours, mais aussi avec des tables qui sont modulables, hein, qu'on peut ajuster en hauteur notamment, ce qui permet aux étudiants finalement d'effectuer des travaux de groupe à certains moments. J'ai des alcôves qui se retrouvent à ce niveau-ci dans l'espace avec un coin plus convivial, une kitchenette qui a été préservée également pour permettre aux étudiants de se rencontrer et de déconnecter aussi en dehors des heures de cours. Voilà, donc je vais terminer rapidement ma présentation, rassure-toi Alain. Le Léolab, tel qu'il a été prévu aujourd'hui, donc avec les différents lieux qui sont définis pour que les étudiants et les enseignants puissent y repérer. Il y a des noms qui ont été donnés aux différentes salles. Voilà les espaces courts tels qu'ils étaient avant. Voilà l'espace aujourd'hui tel qu'il a été créé avec une certaine modularité qui est proposée, avec des sièges de travail qui, en fonction du budget, sont les plus
optimaux possibles, certainement, suite à l'étude qui a pu être faite auprès des étudiants. Voilà, donc ces différents espaces, ça c'est l'espace tel qu'il était complètement dégagé et tel qu'il est aujourd'hui avec les alcôves qu'on peut apercevoir ici dans le fond. Donc il y a 2 alcôves pour permettre des réunions de travail. Alors, il est clair qu'en termes d'acoustique, ça ne permet pas certainement d'être complètement coupé du monde extérieur, mais en tout cas, de par les faux plafonds et de par aussi l'acoustique proposée par le parquet qui se trouve sur une structure acoustique, ça permet vraiment de limiter les espaces et d'avoir finalement une acoustique qui est la meilleure possible. Voilà les espaces tels qu'on peut les apercevoir aujourd'hui. La petite réunion, les alcôves, hein, ce qui permet d'avoir finalement, ça c'était l'espace administratif qui n'est plus transformé en salle de cours. On peut voir les fenêtres qui permettent d'avoir un regard sur la salle voisine. Voilà les salles telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Je passe un peu plus rapidement. La salle voisine qui est située à l'entrée avec de nouveau cette fenêtre qui permet d'avoir un regard différent quand on donne cours en parallèle sur 2 locaux. Voilà, donc c'était une démarche assez complexe dans le sens où j'ai dû mettre autour de la table des personnes avec des fonctions très différentes, pas toujours facile d'organiser les horaires. J'ai dû toucher finalement différents instituts et différents publics, tant les enseignants que les étudiants. Donc en cela, c'était, on peut dire, en termes de complexité dans l'analyse des résultats aussi, puisque vous avez pu voir, les réponses étaient assez nombreuses. J'ai utilisé le logiciel Google Forms qui a permis finalement de pouvoir récolter les résultats auprès d'un public assez large. Voilà, en conclusion, un petit message qui m'avait été adressé après la collaboration que j'ai pu avoir notamment avec les bibliothécaires. Donc, c'est un lieu qui est grandement fréquenté, peut-être un peu moins aujourd'hui, donc il faudrait en faire une analyse et peut-être voir qu'est-ce qu'il en est concrètement par rapport à l'organisation du travail actuel. Voilà, donc un retour assez positif finalement par rapport à ce que j'ai pu mettre comme sueur aussi à certains moments dans ce projet qui a pu aboutir et qui fonctionnait jusqu'à aujourd'hui avec le Covid assez bien. J'espère que ça continue en tout cas à être bien fréquenté. J'y vais de temps en temps, je croise quand même pas mal d'étudiants. J'ai des échanges réguliers avec eux et ils ont l'air assez satisfaits du comment les lieux ont été aménagés. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long, un peu peut-être, mais voilà. Non, merci Grégory, c'était très bien, une demi-heure, c'est très bien. Je trouve que c'est un très beau projet et en même temps, c'est bien quand on peut concrétiser par des photos. On voit avant et après, je trouve que sur la fin, c'est très chouette. Nicolas, tu as une question, je te donne la parole directement. Non, je crois que c'était pour applaudir, donc voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde dans les participants, si quelqu'un a une question. Alors, dans les perspectives... Une petite remarque. Voilà, il y a une question. Pardon, oui. Je ne sais pas si tu as vu dans le chat, Marie et Zoé sont juste embêtées, c'est qu'elles avaient demandé le droit à l'image pour la présentation du mémoire, mais pas pour que ça se retrouve sur YouTube. Donc, il faudra peut-être couper la partie de Zoé et Marie par rapport à Colruyt. D'accord, ça va. Et les DIA, au niveau des DIA, il n'y a pas de problème ou il y a un problème avec les DIA? Je vais les redemander par rapport aux DIA, mais c'est parce qu'on voit les travailleurs. Avec les DIA, ouais. déjà, tu vois, donc, par rapport à mes DIA, là, je te renverrai les miennes parce qu'il y a juste eu l'inauguration où on aperçoit peut-être quelques-uns de mes collègues. Bon, je pense que ça pose pas de problème et je te renverrai les DIA où on ne voit pas leur tête. Voilà, mais je pense qu'il n'y a aucun souci à mon niveau. Voilà, donc je n'enverrai pas les DIA aujourd'hui, mais dans quelques jours, quand j'aurai les DIA finales de tout le monde. De Grégory doit me les envoyer et Marie et Zoé aussi. Et pour les vidéos, si je dois couper, Nicolas, c'est bien ça. Hein? Oui, donc c'est préférable de couper la partie où on peut identifier les travailleurs qui n'avaient pas donné leur autorisation pour se retrouver sur YouTube, mais bien sur la présentation des mémoires. Mais je coupe toute la présentation, uniquement ce passage-là. Je vais leur demander. D'accord, ok, dites-moi exactement, ok, ça va. Ça roule. Okay. On va arranger ça. Donc la semaine prochaine, vous aurez les DIA et le lien vers l'enregistrement pour ceux qui n'ont pas pu tout suivre. Voilà. Alors pour information, peut-être pour compléter cette présentation, j'ai été en tout cas l'année passée sur la conception d'un futur espace Learning Center, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que
à l'heure actuelle, on tient compte du fait que les étudiants sont de manière plus régulière en télétravail, avec des espaces qui sont prévus pour pouvoir effectuer ce télétravail. De même pour les bibliothécaires, qui avaient un espace qui était prévu notamment pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passait dans la bibliothèque. Il faut savoir que l'espace prévu initialement a été repensé de manière à ce que, à certains moments, les bibliothécaires puissent s'isoler pour pouvoir contacter, communiquer, faire du télétravail avec une personne qui serait absente ou contacter soit des étudiants, soit des enseignants, des collègues. Donc voilà, il y a une réflexion évidemment qui a été différente et le projet qui va aboutir, j'espère, en 2025, j'ai eu l'occasion de réunir autour de la table de nouveau des étudiants pour réfléchir au projet avec la situation actuelle et j'ai utilisé la méthodologie des personnages, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Ce sont des espèces d'avatars. En fait, j'ai eu des entretiens avec des étudiants, j'ai eu une quinzaine d'entretiens et on a créé des personas, 4 personas précisément. Et en fait, lors de cette rencontre avec les étudiants, où de nouveau on a fait des simulations sur plan, j'ai convié les étudiants à partir de ces personas, de se détacher de leur personne, parce que bon, voilà, sinon il y a quand même un biais, de partir des personas et d'essayer en fonction de ces personas, de ces avatars, de voir comment on pouvait prévoir le Future Learning Center. Et on a fait une mise en commun finalement, puisqu'il y avait 4 personas différents, pour voir qu'est-ce qui pourrait convenir au mieux dans la situation actuelle pour prévoir ce Future Learning Center qui s'étalera sur 2 étages. Voilà, donc dans les perspectives autres que ce que j'ai présenté, puisque forcément c'était avant la situation sanitaire qu'on connaît, les perspectives qu'on pourrait entrevoir pour d'autres conceptions d'espace. Oui. Il y a une question de Tim. Bonjour Tim. Oui. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport à la méthodologie utilisée. Oui. Est-ce que je crois reconnaître un peu le livre Comprendre le travail pour le transformer. Oui, Est-ce que c'est comme ça que vous allez organiser? Oui, j'ai travaillé à partir de là. Donc, au niveau de ma méthode, j'ai clairement identifié mes hypothèses de niveau 1, hypothèses de niveau 2. À partir de ce bouquin, c'est Danielou, je pense. Oui. J'ai plus c'est Comprendre le travail pour le transformer. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est ce bouquin-là. Ouais. Je Ok. suis parti de là. Ok. Et alors, par rapport à la création du questionnaire, puisque tu parles de méthodologie, si je peux me permettre de tutoyer, je suis parti d'un bouquin de Fleury Bailly. Quand je dis bouquin, c'est un article. Fleury Bailly, Marcouilleux, qui date de 2017, dont le titre est « Évaluer la satisfaction envers l'espace de travail, développement d'une échelle et première validation ». Ça m'a permis, suite aux entretiens que j'ai pu faire avec les étudiants et les enseignants, de créer finalement mon questionnaire que j'ai pu adresser via l'enquête auprès de chacun, quoi. Voilà. Donc, évaluer la satisfaction envers l'espace de travail, développement d'une échelle et première validation de Fleury Bailly et Marcouilleux 2017, si ça vous intéresse. Je pourrais rajouter dans les dias que je te renverrai la biblio, Alain, éventuellement. D'accord, ok. Ça va? Parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? On arrive à la fin du webinaire. Je vois une main qui se lève. Céline, oui, pardon. Merci beaucoup pour la présentation et du coup je vais compléter aussi, il y a un ouvrage qui est sorti récemment et qui peut être super intéressant justement dans les projets de conception. Ça s'appelle Intégrer les usages dans un projet architectural. Donc ça date juste là de novembre ou décembre 2021. C'est aux éditions Le Moniteur et en fait ce sont plein d'exemples d'intégration par des ergonomes en fait de projets d'architecture. Donc ça peut être des projets industriels, ça peut être des projets de bureaux, etc. Et donc c'est comme une sorte de bibliothèque de cas concrets avec différentes approches et différentes méthodes. C'est très illustré, donc j'ai pas de part chez Le Moniteur, mais je l'ai à la maison et je l'ai trouvé extrêmement facile à lire, très inspirant également pour des projets. Donc ça viendrait compléter sûrement tous les outils qu'on a déjà, mais en tous les cas, voilà, ça peut être une référence supplémentaire pour ceux qui travaillent justement sur ces questions d'usage dans les projets architecturaux. Donc, voilà. Si tu m'envoies la référence, alors je la mettrai. Je peux la mettre dans le chat. Sur MS Flash, tu vois.
Tu m'envoies un petit Ah, email. eh bien, écoute. Alors, Ok, je vais dans le super. prochain Best Flash. Peut-être Grégory, Impeccable, arrête de je te partager ton écran, peut-être parce qu'il y a un... Tu veux que je repartage mon écran? Non, mais il est d'accord partager l'écran. Non, il n'est plus partagé, hein, j'ai coupé, il me semble. Ah non, attends, excuse-moi. Oui, Ah, voilà. Désolé, je départage. Donc, je répète, donc Céline va m'envoyer un email avec les références du bouquin et je les mettrai dans le prochain Best Flash. Ça, vous l'aurez tous. Est-ce qu'il y a encore une question? Une autre question? Je vois. Non. En tout cas, de ma brève expérience pour avoir travaillé avec les architectes, c'est vrai que j'ai pu constater qu'eux avaient une conception bien particulière et ne faisaient pas nécessairement toujours appel aux utilisateurs futurs. Et pour avoir vécu d'autres projets aussi où finalement les architectes ont convié autour de la table, quand je travaillais au centre William Lennox, ont convié autour de la table des intervenants, ben finalement, ils sortent parfois aussi de ce que les intervenants souhaiteraient sur le terrain. Et je trouvais, enfin, franchement, de l'expérience que j'ai pu vivre au travers de ce mémoire, que notre rôle d'ergonome est vraiment important parce que j'ai revu des étudiants et je leur ai clairement demandé, tiens, un open space ici, est-ce que vous auriez imaginé que tout soit ouvert et que vous puissiez travailler dans ce type d'espace? La réponse était la plupart du temps non, alors que le projet initial était celui-là. Donc voilà, je trouve qu'on a vraiment un rôle à jouer et je voulais réinsister là-dessus sans doute. Et pour aller tout à fait dans ton sens aussi, puisque je suis en ce moment dans des projets de type New Ways of Working, on a fait une première évaluation et donc c'était très étonnant de voir des personnes qui avaient pourtant été soi-disant intégrées dans une démarche participative, de se dire qu'en fait ils avaient principalement travaillé sur la couleur du mobilier, mais pas sur l'usage futur de ces mobiliers. Et il y a plein de soucis qui se posent à l'heure actuelle par rapport à la définition des espaces et les choix de mobilier, certains extrêmement onéreux, qui correspondent à aucun besoin. Donc on a travaillé sur faut-il du bleu canard ou du bleu turquoise, mais pas du tout sur que ce soit bleu ou pas bleu, qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est vrai que là, l'apport des ergonomes sur vraiment l'analyse du besoin et non pas du désir, chose importante, et se décaler de l'esthétique pour aller sur le fonctionnel, en accord bien évidemment aussi avec des notions esthétiques, puisqu'on peut pas ne pas prendre cela en compte sur le bien-être des personnes au travail. En tous les cas, on a vraiment un rôle à jouer en tant qu'ergonome là-dessus, avec nos méthodologies et avec nos outils. Ben moi, je n'ai eu aucun rôle quasi à jouer sur l'esthétique, clairement. Toutes les photos que j'ai pu vous montrer, c'est l'architecte qui a fait le choix des couleurs. Donc voilà, j'ai pas émis un avis particulier à ce niveau-là, si ce n'est peut-être sur les contrastes qu'on peut amener pour avoir des lieux de travail qui soient conviviaux, accueillants et chaleureux. Mais voilà, je ne suis pas intervenu à ce niveau-là particulièrement. Mais plus sur les aménagements et le choix du mobilier aussi avec le budget que j'ai ignoré jusqu'au bout. On ne m'a jamais donné de notion de budget, donc j'ai avancé un peu à l'aveuglette aussi, hein, de temps en temps par rapport à ça. Je savais que le budget était consacré essentiellement au mobilier et pas au reste. Mais bon voilà, il y a quand même eu des cloisons qui ont été abattues, pas toutes heureusement, mais voilà. Voilà, il est 12h02, je pense que... Enfin, moi j'ai faim en tout cas, donc je pense que tout le monde a faim. Je pense que je peux remercier tous les orateurs de cette matinée, ce bref webinaire. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne se retrouve pas en présentiel, mais ça permet de voir un plus grand nombre de personnes qui étaient présentes aujourd'hui, plus d'une quarantaine. Donc comme je l'ai dit, j'enverrai le lien, les liens, tout ça, quand les orateurs m'ont donné les versions finales de leurs documents. Et alors, voilà, au plaisir de vous revoir. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, le 17 mars, notre journée de la BES, notre webinaire de la BES. Il y a déjà plus de 260 inscrits pour le moment. Donc, oui, ça permet également, ces webinaires, d'une autre forme, d'ouvrir à d'autres personnes que le monde de l'ergonomie. Donc, c'est pas plus mal non plus. Ça peut avoir des avantages, mais on va faire tout faire, on fait au comité tout notre possible pour essayer de se retrouver en présentiel en 2022 lors d'une activité. Et si on n'a pas d'activité, on en inventera une pour pouvoir se revoir et manger un bout ensemble. Voilà. Je vous dis au revoir. À bientôt. J'arrête l'enregistrement. À Merci. bientôt. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, un grand merci. Merci. Merci beaucoup.